Eh bien, c'est parti. Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel UX Days, le deuxième de l'année. Une fois n'est pas coutume, on a fait venir deux personnes d'un peu loin, là où d'habitude on a plutôt tendance à faire venir une personne de loin et une personne du cru. Alors c'est presque un peu le cas de Anne, qui a grandi à Saint-Malo. Donc ce soir, on a deux oratrices qui seront avec nous pour parler d'éco-conception numérique et pas que. Le et pas que semble important et vous expliqueront ça. Une petite perte de son, ça y est, c'est bon. Rapidement, on remercie à nouveau nos sponsors, l'agence LunaWeb. C'est bizarre parce que moi j'y travaille, donc c'est bizarre de remercier son entreprise. Bon, bref, qui les UX Days, mais également HelloWork. J'ai vu qu'il y avait des personnes de HelloWork qui étaient là, qui nous aident encore cette année pour financer ces événements. Donc merci à eux. Nos oratrices du soir, je vais aller très vite parce qu'elles sauront. Oui, ouais, ça, je peux pas grand-chose. On a donc Florie Bugeaud, qui est éco-designer de service, c'est la fondatrice de Biwo, qui va intervenir ce soir, de Anne Faubry, qui est UX designer et que vous connaissez peut-être parce qu'elle fait partie du collectif des designers éthiques et elle est notamment co-autrice du guide d'éco-conception que vous avez sûrement vu passer. Et puis voilà, la main, une fois. On va voir si on a plus de chance. Faut pas trop bouger peut-être. 1, 2, prenez celui-ci. Très bien. Merci pour cette introduction, Damien. Et tu n'as pas commenté le rejoins-nous. Celle de la fin, en fait. Et ben, du coup, on va se lancer avec Florie pour une introduction partagée. Pour planter le décor rapidement, hein, vous êtes là sur le sujet de l'éco-conception, donc sûrement que vous avez déjà des notions sur l'impact environnemental du numérique. Donc on a prévu un balayage très rapide, peut-être avec un angle un peu différent de ceux que vous avez entendus par le passé, pour quand même qu'on ait tous les mêmes ordres de grandeur et les mêmes idées clés en amont. Alors pour le coup, bonjour à tous déjà, parce que je n'ai pas dit bonjour, c'est pas très poli. On vous a mis du coup une première slide, alors qui n'est pas là pour casser l'ambiance dès le démarrage de cet événement, mais qui, comme le disait Anne, est là plutôt pour rappeler un petit peu les grands enjeux macro dont on parle. Donc je pense qu'on ne vous apprend rien et vous avez déjà eu dans le cadre des UX Days des interventions qui portaient justement sur les notions d'enjeux et en particulier côté environnemental. Donc ces photos, je ne vais pas toutes les commenter, mais elles sont vraiment là pour rappeler les grands enjeux dont on parle pour le numérique, mais pas que. C'est climatique, c'est lié à la biodiversité bien sûr, avec tous les risques qu'on connaît, toutes les conséquences qu'on connaît et vers lesquelles on tend dans les années à venir. Et donc nous, on est là aussi pour vous parler de solutions. Alors peut-être pas pour complètement effacer ces conséquences, mais en tout cas pour les minimiser et pour essayer d'offrir à nos enfants et à nos petits-enfants un monde habitable. Et donc ces différents enjeux réalisés en 2009 dans ce graphique fait par des scientifiques sur qu'on appelle les 9 limites planétaires. Donc c'est une formalisation assez connue des différentes limites qu'on ne doit pas franchir pour conserver la Terre habitable. Et déjà 6. Le point principal qu'on voulait lequel on voulait insister avec cette slide, c'était surtout d'éviter ce qu'on appelle la vision tunnel carbone. En écologie, les équivalents carbone, c'est extrêmement pratique. Ça permet de comparer, prendre l'avion, manger un steak de bœuf, acheter un t-shirt, tout est comparable. Le problème, c'est qu'en fait, si on regarde que le carbone, on peut avoir ce qu'on appelle des transferts de et donc avoir, comme le disait Florie, d'autres gradations sur la biodiversité, la consommation des ressources, l'épuisement en eau potable, etc. Donc c'est toujours important en écologie de ne pas regarder que le carbone. On va y revenir dessus plusieurs fois dans cette présentation. On ne va pas parler que, que de carbone. Et donc c'est ça la vision tunnel carbone qui a été aussi formalisée par des scientifiques qui ont observé le fait qu'on se focalisait un petit peu trop là-dessus, et c'est très important, mais il n'y a pas que le réchauffement climatique, ou le changement climatique plutôt, comme enjeu.
quand même, si on parle de changement climatique, c'est des chiffres que vous avez peut-être déjà entendus. Voilà, on estime que l'impact environnemental du numérique, c'est quelque part entre 2 et 4% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Donc, deux choses. Déjà, vous voyez que c'est une fourchette. C'est toujours très compliqué d'évaluer les impacts. En plus, là, on ne prend pas en compte le fait que le numérique peut avoir des effets indirects aussi sur notre consommation de produits, sur notre achat. Et donc, ça peut avoir des effets en plus. Ce qu'on aime bien faire avec ce chiffre, c'est donner des ordres de grandeur, là aussi toujours. Donc 2 à 4%, la première fois que j'ai vu, je me suis dit, ça va, c'est pas énorme, 2%. Mais en fait, si on compare à l'empreinte de pays, c'est quelque part entre 2 fois la France et le Canada plus l'Allemagne. Et là, je me suis dit quand même, il y a des choses à faire. Et pourquoi est-ce qu'on en parle autant aussi de l'empreinte environnementale du numérique? C'est parce qu'elle croît de 8% par an. Donc non seulement elle a peut-être des effets sur d'autres industries de croissance, mais en plus, elle croît plus vite que les autres secteurs. Et c'est pour ça que ça devient préoccupant. Pour vous donner aussi d'autres ordres de grandeur, pour que vous puissiez un petit peu mesurer, évaluer à quoi ça correspond, le numérique en France, ça correspond à 24 millions de tonnes d'équivalent CO2 par an. Alors ça veut dire pas grand-chose quand on parle en millions de tonnes, on commence quand même à se dire que ça commence à peser lourd. Si on le ramène du coup à l'individu, à un Français, ça correspond à 420 kilos du coup d'équivalent CO2 par personne et par an. Et je pense que vous le savez, mais je le rappelle quand même, on est aujourd'hui en moyenne l'empreinte d'un Français entre 9 et 10 tonnes d'équivalent CO2 par an, et on a pour objectif, d'après les accords de Paris, de descendre à 2 tonnes, donc de diviser par 5 quasiment nos émissions de gaz à effet de serre, de descendre à 2 tonnes à peu près en 2050. Ça, c'est l'objectif. Si on a cet objectif en tête et qu'on met les 420 kilos au regard des 2 tonnes, autant vous dire qu'il ne va pas nous rester grand-chose à faire dans la vie, à part utiliser du numérique. Sachant que d'ici là, comme le disait Anne tout à l'heure, on prend 8% par an en termes d'impact du numérique, donc on ne sera plus à 420, on sera à beaucoup plus. Donc en gros, on ne pourra faire de nos journées que du numérique, mais on ne pourra plus manger, s'habiller, se déplacer, etc. Tellement ça aura pris de l'importance et tellement on sera trop au plancher par rapport à notre objectif de 2 tonnes par personne. Et puis un dernier ordre de grandeur que j'aime bien et auquel je tiens un peu. Donc on a un certain nombre de puits de carbone sur Terre qui permettent de capter le CO2. Les pauvres, ils font ce qu'ils peuvent, mais ça devient compliqué. Et je voulais juste vous donner cet ordre de grandeur par rapport aux arbres. Donc la végétation est l'un des puits de carbone. Un arbre est capable d'absorber 10 grammes de CO2 par jour. Je vous invite donc à calculer combien d'arbres il faudrait pour pouvoir compenser les 420 kilos par an par personne en France, et donc encore plus à travers le monde. Ça donne un ordre d'idée quand même de l'importance des dégâts que c'est en train de provoquer et du fait que nos puits de carbone ne peuvent pas suivre, en fait, bien évidemment. Donc on vous a parlé de cet impact, de ces kilos de carbone, mais peut-être que vous vous demandez où est-ce qu'ils se situent finalement, ces kilos, d'où est-ce qu'ils viennent. Donc là, on voit que en fait, le kilo carbone, ça va être les GES, donc les gaz à effet de serre, qui sont toujours mesurés en CO2. Mais on a aussi d'autres indicateurs. On a la consommation d'énergie primaire, on a la consommation d'eau, la consommation de ressources abiotiques, donc non renouvelables. Et ce graphique, on l'a choisi pour montrer que, en fait, contrairement à une idée souvent préconçue, ce ne sont pas les data centers qui consomment qui émettent la majorité des impacts environnementaux du numérique, mais ce sont les terminaux utilisateurs, donc nos ordinateurs, nos smartphones, les télévisions aussi, puisque c'est du numérique de nos jours. Et donc c'est vraiment, donc si on fait une moyenne, hein, c'est un peu barbare, mais c'est ce qu'on voit parfois. On est, soit on regarde que les gaz à effet de serre, on est à 84%, soit on fait une moyenne et on est autour de 3/4 des enjeux qui se situent au niveau de nos appareils. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire pour le data center. Évidemment qu'il faut optimiser partout, vu les objectifs qu'on a vus juste avant. Mais c'est une des idées clés à retenir. Et par ailleurs, si on regarde le cycle aussi de ce matériel, puisque c'est le matériel donc qui va... oui, c'est ça, je vais y arriver. Donc, si on regarde le cycle de vie d'un usage numérique, c'est bien la fabrication du matériel qui va centrer la majorité des impacts. Donc là aussi, idée reçue. Donc, pour la consommation d'énergie, donc finalement, l'électricité aussi qu'on met dans nos appareils, là, on voit que l'utilisation peut effectivement être majoritaire.
le fait que voilà, on sait que le streaming, la vidéo en ligne, c'est 80% de la bande passante d'Internet. Donc il y a là aussi, évidemment, dans les usages, des choses à faire. Mais sinon, si on regarde les autres indicateurs, notamment le changement climatique, c'est la phase de fabrication des appareils qui va vraiment être dominante comme impact. Et donc ce qu'on veut vraiment que vous reteniez avec ces deux schémas, c'est que l'impact environnemental du numérique est dû à la fabrication de nos appareils et le fait qu'on les change régulièrement. Et donc les solutions qu'on va présenter après vont aussi être dans ce sens de comment est-ce qu'on évite, qu'est-ce qu'on peut faire nous pour éviter cela, puisqu'on n'est pas fabricant d'ordinateurs. Mais vous allez voir on peut faire des choses. Et donc c'est vraiment une idée clé à retenir. Alors face à tout ça, on parle de conséquences, d'enjeux qui sont quand même importants. Donc on peut avoir plusieurs réactions face à ça. Des réactions, voilà, des réactions de colère, de tristesse, d'incompréhension, d'étonnement peut-être parfois, mais dans tous les cas, il faut accueillir les émotions auxquelles on fait face et puis après se mettre en action. Et c'est ce qu'on vous propose aussi aujourd'hui. On ne doute pas que vous l'êtes déjà, mais on va vous donner un certain nombre de bonnes pratiques, d'exemples pour agir dans ce sens-là, pour le numérique, mais aussi au-delà du numérique, comme on le disait en introduction. Donc évidemment, on va vous parler d'éco-conception. On vous a mis là deux définitions qui nous semblent complémentaires du coup, pour expliquer ce qu'est l'éco-conception. Donc l'éco-conception vise à intégrer l'environnement dès la conception d'un produit ou d'un service et lors de toutes les étapes de son cycle de vie. La notion de cycle de vie est super importante en éco-conception. Vous avez là l'exemple du cycle de vie d'un produit qui est connu depuis très longtemps. On va en reparler, mais l'éco-conception produit a un certain nombre de dizaines d'années derrière elle. Donc on a des outils, on a un certain nombre de choses qui sont déjà bien ancrées. Mais c'est vraiment une notion importante, ce cycle de vie, et on va voir comment dans le numérique et plus globalement dans les services, eh bien, on a imaginé un cycle de vie qui va être plus adapté que celui-ci qui est très, très, très orienté produit. On parle aussi, du coup, c'est l'ADEME qui parle d'une démarche créative, source d'innovation et de différenciation pour constituer une approche positive de l'environnement. C'est un point, moi, qui me semble important, l'idée d'une démarche créative et d'innovation, parce qu'en tant que designer, développeur, mais un petit peu tout le monde en fait, PO, Scrum, etc., on a tous un rôle à jouer justement dans ces phases-là de créativité, de conception, d'innovation. Donc ça veut dire qu'on a un rôle à jouer par rapport aux enjeux dont on parle. Et c'est de ça dont on va vous parler aujourd'hui. On vous a noté là aussi quelques principes clés qui sont importants à avoir en tête, mais dont on va reparler un petit peu tout au long de la présentation. Bon, vous l'aurez compris, c'est multi-étapes. J'ai parlé de cycle de vie. On va s'intéresser à toutes les étapes de la vie, en l'occurrence d'un service, qu'il soit numérique ou pas. On va être aussi multi-indicateur. Tout à l'heure, Anne vous disait qu'il faut sortir de la vision purement carbone. Effectivement, on va parler de CO2 dans les indicateurs, mais on va regarder aussi autre chose. On va regarder l'énergie, on va regarder l'eau, on va regarder la pollution, on va regarder plein de choses. Donc il ne faut pas se focaliser uniquement sur un indicateur, mais regarder l'ensemble. Et puis enfin, on va avoir un regard qui est multicomposant. Alors là, c'est l'exemple toujours de l'éco-conception de produits, mais un produit est souvent un ensemble, un assemblage de différents composants. Pour pouvoir dire que j'ai éco-conçu mon produit, il faut bien que j'ai pensé à l'éco-conception de chacun de ces composants et que le tout que forment ces parties soit un tout, là aussi, vertueux. Et on va voir comment ça s'applique aussi dans les services et dans le numérique. Ici, on a les 4 scénarios de l'ADEME pour le numérique en lien avec l'environnement. Donc, ce qu'on voit, c'est que la tendance, c'est plutôt x2 par rapport à aujourd'hui en 2030. Ils ont aussi fait des scénarios de 2050, si ça vous intéresse. Ce que je trouve intéressant avec ces 3 scénarios, c'est qu'on voit que l'éco-conception ne suffira pas, qu'on ne peut pas simplement minimiser un petit peu les impacts, optimiser un peu mieux et ça va passer. Le seul scénario qui est compatible avec les objectifs, ça va être le scénario de sobriété. Et donc dans l'éco-conception, il y a un petit peu 2 grandes notions clés. Il y a souvent aussi un préjugé en se disant ça va être optimiser le code. Voilà, c'est des choses qu'on entend parfois. Et en fait, non, le premier enjeu, ça va être de faire moins, de faire à la juste quantité, de minimiser, comme partout en fait, de minimiser son impact en consommant de manière sobre. Et ensuite, on peut faire de l'optimisation. Mais si on fait que l'optimisation, en plus, on risque de faire un effet rebond, donc potentiellement de consommer plus parce que ça consomme moins de ressources. Donc voilà, c'était aussi pour insister sur le fait que c'est avant tout de la sobriété. Voilà pour cette introduction.
on a essayé de faire court et dense. On ne voulait pas vous assommer de trop de données, juste vous donner quelques grandes idées clés. On se doute que vous savez déjà pas mal de choses là-dessus. Et donc, on va juste replacer quelques points. Et donc, désormais, on va commencer la seconde partie de cette conférence. Donc, je vais vous parler de bonnes pratiques d'éco-conception web que j'ai essayé d'illustrer à chaque fois avec des exemples. Bon, je ne rentre pas tout de suite dans le sujet. Déjà, il faut replacer un petit peu l'éco-conception web dans son contexte. On entend beaucoup de notions de numérique responsable. Parfois aussi, on est un peu perdu dans tous ces mots, ces buzzwords, très à la mode. Donc, j'ai fait un schéma qui résume un peu, c'est assez subjectif, mais ça reprend les grandes dimensions du design systémique. Donc, le numérique responsable, contrairement à ce qu'on entend parfois, c'est pas que l'environnement. C'est comme quand on parle de développement durable, il n'y a pas que l'environnement, il y a plein d'autres facteurs sociaux, psychologiques, respect des données personnelles, open source. Enfin, il y a énormément de sujets ici, tous liés au numérique. Parmi lesquels on a l'environnement qui est une verticale, qu'on peut aussi appeler Green IT, et parmi lesquels on a l'éco-conception qui est seulement une dimension du Green IT ou de l'aspect environnemental du numérique responsable, ou du numérique éco-responsable. Si tant est qu'on peut parler de responsabilité numérique, apparemment c'est deux mots quand même un peu antinomiques. Il y a des articles intéressants là-dessus que je vous invite à lire. Mais bon, c'est quand même le mot qui est communément admis. Donc voilà, l'éco-conception, c'est qu'une dimension sur laquelle on peut agir en tant que créateur, mais vous allez voir qu'on a de l'influence. L'autre chose, c'est que parfois il y a une confusion aussi, enfin ça aussi c'est un abus de langage, moi aussi ça m'arrive de le faire, entre éco-conception de services numériques et éco-conception web. Parce que le web, c'est un service numérique parmi d'autres, mais en service numérique, il peut y avoir des applications, évidemment, mais aussi des API, des logiciels embarqués, des systèmes d'exploitation. Et donc, normalement, quand on voit des textes de loi ou des référentiels de conception de services numériques, ils peuvent sembler assez génériques parce qu'ils doivent être agnostiques de la technologie et correspondre à tout type de service numérique. Donc, on est sur des critères un peu vagues. Nous, aujourd'hui, on va être dans du concret. J'imagine qu'en grande partie, vous faites au moins partiellement du web. Il y a des critères, vous allez voir, qui sont beaucoup plus génériques, mais on va aussi se concentrer pas mal sur du web aujourd'hui, parce que de toute façon, je ne saurais pas vous parler de back-end plus que ça. Tout à l'heure, on a vu un exemple de cycle de vie, les différentes façons de le formaliser selon le niveau de détail, ou comment vous décomposez les étapes. Donc à gauche, on retrouve une autre version de ce que présentait tout à l'heure Florie, un ordinateur portable, donc de l'extraction des matières premières à la fabrication, le transport, la distribution, l'utilisation. Et après, on peut valoriser une partie de l'ordinateur ou le mettre à la poubelle. À savoir que dans les cycles de vie, l'analyse des cycles de vie du numérique, généralement, la partie déchets n'existe pas, parce que 80% de nos appareils partent dans des circuits illégaux et qu'en fait, ils se retrouvent dans des décharges à ciel ouvert dans d'autres pays du monde. Et donc, on n'arrive pas du tout à traquer correctement ce que ça devient. Mais on sait que ça ne se passe pas bien. À droite, vous avez le cycle de vie d'un service numérique. Donc, effectivement, un service numérique, j'ai mis les deux parce qu'il est toujours basé sur du matériel. Le service numérique se doit d'inclure le matériel dans l'analyse de son environnement, enfin de son impact environnemental. Sinon, on se retrouve avec des services à zéro, voire positifs en impact s'ils font de la compensation carbone, alors que ça tourne sur des serveurs et des machines qui ont, elles, un vrai impact. Mais on voit que là aussi, il y aura une réflexion à avoir de je conçois, je réalise, donc peut-être des choses à, spoiler alerte, mais à rationaliser avec le design system, avec de la réutilisation, de l'open source, dans la façon dont je déploie, le choix de mon hébergeur, dont j'administre, dont j'utilise et aussi dont j'influence les usages, dont je maintiens. Et du coup, ça veut dire aussi faire du nettoyage, de la qualité du code, et puis de la fin de vie. Est-ce qu'il y a des choses que je peux réutiliser, que je peux ouvrir voilà, de réfléchir aussi à ça et penser décommissionnement de l'amont. Encore une fois, je reviens dessus, l'éco-conception, c'est un terme qui est très à la mode, on ne va pas se mentir. Vous allez voir, il y a beaucoup de bonnes pratiques qui sont des bonnes pratiques d'ergonomie, des bonnes pratiques aussi de performance web. C'est la bonne c'est que ce n'est pas entièrement nouveau déjà, donc il y a sûrement des choses que vous faites spontanément. Chose, c'est que c'est aussi à l'inverse, quand on ne vous écoute pas en disant ça c'est mieux pour la performance web, c'est une nouvelle façon de le présenter, de présenter la même chose. Donc moi parfois ça m'arrive de parler de ça parce que mes clients et des fois ils aiment bien et du coup je leur parle de ça. Mais donc voilà, vraiment l'éco-conception ça va principalement consister à faire de la sobriété et faire de la qualité web, en gros. Donc pas faire ça. Là on est clairement sur des services numériques où il y a
des doublons, trop d'écran. Et donc, si c'est le matériel qui a le plus d'impact, là, il y a clairement trop d'écran. L'enjeu principal, donc on a beaucoup parlé du matériel. Vous allez me dire, oui, mais nous, on ne fabrique pas d'ordinateur. En fait, l'enjeu principal, c'est ça. La raison pour laquelle on renouvelle notre matériel, en tout cas ne serait-ce que pour les smartphones, à 37%, les Français renouvellent leur matériel, leur smartphone, parce que l'ancien ne fonctionne plus correctement. Il ne peut plus installer d'applications, ça rame, ça bug, il y a des applications qui sont plus compatibles avec le système d'exploitation, etc. Il peut y avoir des failles de sécurité même. C'est à cause typiquement de ce genre de choses, notamment de tout ce qu'on appelle la couche applicative qui a vécu une obésité logicielle, on parle de ça. Et donc il y a un ralentissement du téléphone, il y a des mises à jour qui ne peuvent plus s'installer, ou encore il n'y a plus de place parce qu'elles sont de plus en plus lourdes et on ne fait plus forcément attention à la taille des supports numériques, comme on était obligé de le faire il y a 15 ans, à l'époque où la bande passante était beaucoup plus restreinte et où on avait encore des supports physiques aussi qui nous contraignaient, comme le CD-ROM. Donc les enjeux, l'enjeu, ça va être vraiment d'allonger la durée de vie des équipements par la conception de services numériques plus sobres, donc vraiment d'agir sur ces 37%. La bonne nouvelle, donc ça évidemment vous allez me dire ça marche que si tout le monde le fait. Si je le fais tout seul dans mon coin, c'est pas grâce à moi qu'ils vont garder leur smartphone plus longtemps. Cependant, il y a des enjeux à court terme dont on peut aussi parler. Il y a l'enjeu de tout de suite comment ça va se manifester, consommer moins d'énergie, consommer moins de ressources. Et également, il y a un enjeu social sur lequel j'aime bien insister, c'est l'enjeu de la fracture numérique. En fait, si on fait de l'éco-conception, ça va permettre à des gens qui ont une couverture réseau dégradée, ça peut nous arriver à tous en plus dans le quotidien, de 3G à cause d'un bâtiment au mur épais, à cause d'un sous-sol, d'un métro, d'un TER, d'une zone blanche ou quasi. Et puis aussi pour toutes les personnes qui ne peuvent pas renouveler de smartphone régulièrement, qui n'ont pas forcément la prix. Et donc l'éco-conception, ça va directement impacter vos utilisateurs dans le sens que ça va leur permettre d'accéder à votre service à l'heure actuelle où parfois ils ne peuvent plus y accéder facilement. Un petit retour d'expérience perso. Moi, mes clients, ils viennent souvent me voir pour faire de l'éco-conception. Je dirais qu'en termes de maturité du marché, ça évolue très vite. Je trouve qu'ils viennent pour 3 raisons principales. Déjà, il y a toutes les entreprises de l'entrepreneuriat social et solidaire qui sont positionnées sur le développement durable, qui ont envie d'être cohérentes pour ne pas se faire taxer aussi d'hypocrites, ou qui ont envie d'être cohérentes avec ce qu'elles prônent, avec leurs valeurs. Il y a des gens qui font de la com responsable, il y a des gens qui font d'autres sujets, d'être cohérents sur leur site. Deuxièmement, ce que j'observe aussi à titre perso, c'est tout ce qui est l'exemplarité. Donc ça peut être des ONG, ça peut être des services publics. Rennes Métropole est un bon exemple qui fait beaucoup de choses là-dessus, qui du coup ont cette vocation de service public à être exemplaires. Et ça fait bouger tout le secteur privé, qu'on retrouve à droite notamment, où du coup il y a des entreprises qui perdent des appels d'offres parce qu'elles ne savent pas répondre sur ce volet-là. Donc on voit que ça tire vers le haut tout le reste du marché. Et du coup il y a plein de gens qui s'intéressent à ce sujet et qui maintenant se positionnent aussi là-dessus. Petit point légal pour finir cette deuxième introduction. À l'heure actuelle, il n'y a aucune obligation de faire de l'éco-conception. Cependant, en France, ça évolue vite et la France est un pays précurseur à l'échelle mondiale sur ce. Donc déjà en 2020, sur les services publics, il y avait une obligation dans les achats de faire attention à la partie logicielle. Ensuite, en 2021, on a eu la loi de réduction de l'empreinte environnementale du numérique, donc aussi appelée la loi REEN pour les plus adeptes du terme, qui obligeait l'ARCEP, donc l'agence qui s'occupe des réseaux de communication, à publier un référentiel de critères d'éco-conception web. Entre-temps, la DINUM, donc la Direction interministérielle au numérique, avait déjà travaillé le sujet. C'était déjà emparé du sujet éco-conception avec notamment une initiative qui s'appelle la MINUMICO, la mission du numérique sur l'éco-conception. Ils ont énormément de ressources très intéressantes sur d'autres sujets comme les achats aussi, ou la feuille de route numérique responsable, ce genre de choses. Et donc eux, ils ont publié, je vais en reparler beaucoup par la suite, ils ont publié ce qu'on appelle le RGESN, donc référentiel général d'éco-conception de services numériques, qui est une sorte d'équivalent dans la façon dont c'est rédigé, en tout cas ça vous parle de RG2A, donc c'est une liste de critères qui permet de s'auditer. Après, bon, le parallèle a aussi ses limites parce que c'est pas encore du tout assez objectif comme mode d'audit pour que ce soit vraiment inscrit dans la loi dès maintenant. Mais du coup, on arrive bientôt à 2024. En janvier ou février, l'ARCEP va publier son RGESN. Donc a priori, elle va repartir de celui de la DINUM. Avec Damien, on était à l'atelier de co-conception là-dessus il n'y a pas longtemps à l'ARCEP.
Bon, il y a des enjeux politiques, on ne vous le cache pas, entre parfois les ministères et les organisations. Mais en tout cas, en janvier-février, on aura une deuxième version beaucoup plus éprouvée, beaucoup plus pratico-pratique et plus objective qui va sortir. Et du coup, ce sera un peu prêt sur l'étagère le jour où ils veulent l'implémenter de manière obligatoire, probablement dans un premier temps pour les services publics. Donc voilà, c'est une première mondiale. Ça s'est traduit, attendu, observé par beaucoup de personnes à l'étranger. Je travaillais sur les W3C Web Sustainability Guidelines et donc en fait on est énormément reparti du RGESN pour cette liste de critères. Voilà, ce qui peut être aussi un autre argument à pousser parfois à ses clients ou en tout cas qui fait aussi que le marché s'emballe un petit peu sur ce sujet. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet, c'est-à-dire les bonnes pratiques. Donc j'en ai choisi un certain nombre. Bon, peut-être qu'il y en a que je devrais sauter si on manque de temps. J'ai essayé de couvrir un peu toutes les phases de projet. La bonne nouvelle, c'est qu'en fait, l'éco-conception, c'est une démarche continue, donc itérative, ce qui est une bonne nouvelle parce que ça s'intègre bien dans les modes de développement agile. Il y a beaucoup de parallèles avec l'accessibilité. On peut vraiment faire des petits pas, monter en compétences progressivement, commencer petit par des premières initiatives, peu importe son métier ou peu importe où est-ce qu'on se situe en phase de projet. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on peut aussi régresser très vite. Comme pour l'accessibilité, si on est tout seul dans son coin, qu'on a fait un super truc, mais que derrière, c'est implémenté n'importe comment, ou voilà, qu'on n'a pas fait attention, on a remis en production, on est revenu en arrière. Donc, c'est aussi une vigilance à conserver. Et je vais essayer de couvrir aussi les différents métiers, donc des métiers UX, mais aussi des conseils dev. Alors moi, je ne suis pas technique, mais j'en connais quelques-unes, donc je vais essayer aussi de diffuser des bonnes pratiques techniques et même plus pour les PO aussi sur la partie plus gestion de projet. Première question. Alors, ce n'est pas la plus facile à mettre en place, clairement, mais c'est clairement la plus importante. C'est questionner la numérisation. Donc, chez Designer Ethic, on a publié un arbre de décision pour vous aider sur est-ce qu'il faut numériser ou pas le service. Et la première question, elle ne vient pas de nous, elle vient justement du RGESN. Je vous en parle parce que c'est l'occasion du RGESN de vous en parler tout le temps. Ça va permettre de vous familiariser avec les critères, de les voir illustrés dès maintenant. La première question, c'est est-ce que le service est utile au sens de est-ce qu'il répond à un des objectifs du développement durable ou à une des 9 limites planétaires qu'on voyait tout à l'heure. Sinon, il ne faudrait pas le développer. Donc après, bon, on ne s'est pas arrêté là dans l'arbre parce qu'on sait qu'il y a à un moment le principe de réalité. On a tous des clients, des chefs qui s'emballent un petit peu parfois. Donc au pire, on peut peut-être l'éco-concevoir, etc. Mais normalement, d'après le RGESN, on ne doit pas faire le service du tout. Et ensuite, il y a d'autres sujets, d'autres questions qu'on peut se poser. Il y a la question de éviter donc repartir d'un existant si c'est possible. En tout cas, de ne pas réinventer la roue si son concurrent a déjà fait la même chose. En ce moment, on voit énormément de calculatrices d'impact carbone pour les sites web qui pullulent. Et typiquement, c'est le genre de truc où ça brouille le message, chacun fait le sien dans son coin, et ils ont tous leurs avantages et leurs inconvénients, mais c'est pas terrible de réinventer la roue comme ça. Qu'est-ce qu'on a encore Est-ce que je peux faire une autre solution non numérique qui répond aussi bien? Est-ce que je peux faire de l'open source à minima? Est-ce que je peux éco-concevoir? Donc voilà, les questions à se poser. Ça, vous allez me dire, c'est très gentil, mais ça, c'est le monde idéal. Alors, je vous ai pris des exemples très concrets. Voilà, ça, c'était le métro parisien avant. Ça, c'est le métro parisien maintenant. Dans une trajectoire avec moins 4% d'émissions de gaz à effet de serre par an jusqu'à 2030, on ne peut pas se permettre de mettre plus d'écrans sur des choses facultatives. Donc évidemment, là, vous allez me dire, il y a des informations en plus. Alors le problème, c'est que dès que c'est en panne, on n'a plus aucune info. Donc ça crée énormément à Montparnasse. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a des bornes tactiles. Ils ont mis des posters imprimés dessus parce qu'en fait, elles sont tout le temps en panne. Donc en fait, parfois, la solution low-tech avec la bonne vieille LED, ça marche quand même vachement bien. Donc ça, c'est beaucoup plus fragile. Le jour où c'est en panne, on a zéro info, alors que là, on a encore les arrêts de métro, même s'il n'y a plus les petites diodes, on peut quand même les lire. Et en plus, donc là, il y a des informations supplémentaires. Mais par exemple, ce qu'ils font au Japon, à Tokyo, donc là, c'est sur la Yamanote, donc là, une des lignes principales de Tokyo. Il y a sur les quais un poster, comme ça, qui te dit, en fait, si tu montes voiture 5 à Yoyogi, en fait, tu es à 5 minutes de Shibuya. La sortie ouest, elle sera en voiture 3. Et si tu montes en voiture 8, tu seras plutôt près de la sortie vers le parc, machin. Et en fait, c'est un poster qui permet, pour les gens qui prennent régulièrement ce train, de savoir exactement où se placer
En bleu, il y a les ascenseurs. En rose, les escalators. Enfin, ça donne énormément d'informations sans passer par du numérique. Donc, c'est un exemple très concret de choses à ne pas faire. Enfin voilà, qu'on peut faire différemment et parfois ça répond tout aussi bien aux besoins. En tout cas, c'est plus résilient. Voilà, des exemples de choses qu'il ne faudrait pas faire. Il y a un peu cet automatisme de nos jours de mettre du numérique ou un numéro vert pour résoudre tous les problèmes. Voilà, donc en plus, ça ne marche pas toujours pour répondre aux besoins. Et plus concrètement, moi, à titre personnel, une de mes plus grandes victoires, c'est quand j'arrive à faire renoncer un client. Alors vous allez me dire, c'est un peu maso, mais c'est vrai que j'ai bossé pour un ministère et ils nous ont dit, c'est super, on a 200 000 € pour refaire toute la plateforme, on y va. Et nous, on était là, mais en fait, la plateforme, elle a plein de problèmes, enfin, personne s'en sert. Donc, on va peut-être déjà aller voir les utilisateurs pour voir pourquoi ils s'en servent pas. On s'est aperçu qu'en fait, ils n'en avaient pas du tout le besoin, que c'était un peu sorti du chapeau. Un jour, quelqu'un s'est dit, tiens, cette plateforme serait super. Et en fait, ils n'en voulaient pas, ils n'en avaient pas besoin, il y avait trop de plateformes à leur disposition. Et du coup, on a dit aux clients, mais en fait, il ne faut pas la refaire, cette plateforme, il faut la supprimer, on migre les contenus sur une autre plateforme existante qui fait quasiment la même chose, et ce sera beaucoup plus simple pour les utilisateurs. Et donc voilà, on a perdu 200 000 € peut-être dans l'affaire, donc ce n'est pas toujours simple. En tant qu'indépendante, privilégiée dans le numérique, où je peux refuser des clients... voilà, on peut se permettre ce genre de choses. Quand on est dans une boîte ou autre, c'est plus compliqué. Voilà. Mais en tout cas, ça arrive dans la vraie vie quand même, c'est ça que je voulais dire, de pouvoir faire renoncer son client sur une partie du projet. Et en tout cas, garder aussi sur du long terme, ça peut valoir le coup aussi, parce que par rapport aux grosses boîtes de conseil qui les conseillaient par ailleurs, au moins on a été honnête, on leur a dit les choses. Et du coup, parfois ils en ont marre dans le public d'avoir des grosses boîtes de conseil qui coûtent très cher et qui ne sont pas toujours de bons conseils. Ensuite, une fois qu'on s'est dit est-ce qu'il faut numériser, faut se demander qu'est-ce qu'on fait comme fonctionnalité et qu'est-ce qui va être utile aussi à une échelle un peu plus micro. Donc typiquement, une fonctionnalité qui n'est pas forcément utile, c'est les arrière-plans vidéo dans Discord. J'avoue que quand j'ai vu ça, alors je sais très bien pourquoi ils ont fait ça, hein. C'est vrai que c'est sympa, c'est du design émotionnel, mais dans une logique de la même façon, Spotify Canva, donc le fait que Spotify maintenant a des vidéos de 5 secondes qui tournent en boucle pour certains artistes, on n'est clairement pas sur du MVP. Globalement, quand un service évolue et vieillit, on enrichit. Et en fait, donc voilà, normalement, il ne faudrait pas. On va parler tout à l'heure peut-être de garde-fous qu'on peut mettre en place pour éviter ce genre d'écueil. Alors, je pense que les pauvres designers et développeurs, c'était peut-être pas leur mot à dire, hein. Il y a plein d'autres enjeux de marketing, de com, de positionnement, de design émotionnel. Mais là, voilà, c'est des exemples très concrets de fonctionnalités qu'on peut dire superflues. Une fois qu'on a fait ce premier cadrage, on peut, c'est un peu caricatural comme étape de projet, mais c'est pour les classer. Ce qui est important, c'est aussi de se dire, quand on a un existant, où est-ce qu'on se situe. Alors là, j'ai mis EcoIndex, peut-être que vous connaissez déjà. Je l'ai mis parce que c'est gratuit, parce que c'est une asso qui le fait, parce qu'on sait comment c'est fait, on sait aussi que c'est multicritère, que c'est basé sur une vraie analyse de cycle de vie, même si elle date. Je vous le présente aussi parce que c'est très utilisé sur le web. Pour autant, en fait, ça, c'est pas du tout exact. Il n'y a aucun système qui est exact à part l'analyse de cycle de vie. Mais ça permet quand même d'identifier un certain nombre de problèmes sur son site internet, des leviers d'amélioration, des priorités aussi. Et en fait, un truc à savoir quand on mesure, c'est qu'on ne mesure pas des pages, enfin on ne mesure pas juste une moyenne, on doit mesurer des parcours. Et donc, le pendant important de ça, c'est qu'en fait, on est responsable des services tiers qu'on embarque. Donc, j'avais un client, typiquement, et il avait un parcours de conversion sur son site, un site vitrine classique, et il utilisait un truc genre Calendly ou un truc comme ça pour prendre des rendez-vous. En fait, dans son et du coup, l'estimation environnementale de son impact, on a inclus le service tiers qui fait partie du parcours de je découvre l'offre et je prends rendez-vous. Et donc, ça permet aussi de ne pas se dédouaner de non, ça c'est bon, on a externalisé, c'est pas moi, c'est pas mon problème. Donc, c'est toujours important de penser parcours aussi parce que, on en parlait tout à l'heure avec Damien, mais c'est vrai que si vaut mieux une page qui est D sur EcoIndex que 8 pages qui sont A. On verra après un exemple là-dessus. Donc, voilà, toujours penser parcours et être responsable de ses services tiers. Faut définir précisément le besoin aussi en termes de quantité. Quelle est la résolution nécessaire? Donc là, typiquement, on a un exemple de podcast. Donc c'est l'application, d'ailleurs c'est un ancien écran, mais c'est l'application BBC Podcast qui, quand on télécharge un épisode, propose une qualité haute ou basse. Sauf que la plupart des gens ne vont pas savoir la différence, donc ils vont peut-être prendre la haute qui est 2 fois plus lourde que la basse, à 20 mégas au lieu de 10 par exemple. Typiquement,
ce qu'il faudrait faire. Enfin, voilà, on peut toujours en débattre, il n'y a pas de zone c'est rarement binaire, hein, l'éco-conception. Mais nous, ce qu'on s'était dit en voyant ça, c'est en fait, on peut peut-être laisser un paramètre quelque part dans les settings, du coup, pour les gens qui ont un super casque ou qui écoutent des émissions de musique, pour qu'ils puissent avoir une meilleure qualité. Mais de base, avoir une seule taille d'épisode, ce serait largement suffisant. Surtout qu'on a fait le test, nous, on n'entendait pas la différence, surtout pour des émissions où les gens parlent, où il n'y aura pas de valeur ajoutée de faire de la surqualité. Au contraire, ça va juste être plus lent pour le téléchargement, ça va surcharger le téléphone, et donc potentiellement, ça va faire que la personne va le renouveler plus vite. Ce qu'on veut éviter. De la même façon, c'est plus là pour les devs, mais il faut choisir la technologie minimale aussi pour répondre aux besoins. Donc souvent à ce stade, on est encore, quand on peut se permettre en amont, on peut encore réfléchir sur quoi on va partir. Donc il y a un certain nombre de conseils et de bonnes pratiques mises ici. À chaque fois, je vous ai mis en bas les critères RGESN correspondants. En partie du moins. Idéalement, on privilégie le sur-mesure au CMS, donc au Content Management System, parce qu'il risque d'embarquer plein de choses superflues. Deuxièmement, on préfère les Progressive Web Apps aux applications natives, parce qu'elles sont plus légères et que ça évite d'avoir une application Android, une application Apple, qui sont plus lourdes aussi en termes de mise à jour pour les utilisateurs, et qui sont en plus mieux référencées par Google, les PWA. On essaie de privilégier les composants natifs du système d'exploitation ou du navigateur. Ça va impliquer aussi les designers, parce que ça veut dire qu'on va privilégier les polices système également, plutôt que de mettre des polices personnalisées. On va privilégier les animations CSS au JavaScript. Le JavaScript est extrêmement lourd. C'est vraiment une des raisons principales pour lesquelles le poids des pages web a triplé depuis 2012. On compresse moins bien les images et puis on met beaucoup de JavaScript. Et donc ça, c'est voilà, on peut faire plein de choses avec du CSS et privilégier l'open source aussi. Donc là, pardon, je n'ai pas commenté le screenshot. C'est une interface administrateur donc, de notre site Designer Ethic où nous, on l'a refondu récemment. On est passé sur Kirby, qui est un content management system quand même, parce que nous on est nul en développement, donc on n'était pas capable avant, c'était compliqué avec PHP Storm, on galérait à mettre à jour notre site en tant que non tech. Donc on a quand même gardé un CMS, c'était notre besoin, mais c'est un CMS sur mesure qui a été fait par des développeurs qui nous ont mis que ce dont on avait besoin, et donc il est très léger. Et il a quand même une interface qui est correcte. Voilà, on peut faire, il y a des justes milieux aussi. Ensuite, il faut également simplifier le parcours. Alors là, vous allez me dire, oui, ça c'est du bon sens en tant que designer, on le sait. Un exemple très concret, c'est en lien avec ce que je disais tout à l'heure sur la mesure. Un exemple qu'on aime bien, c'est le site des impôts. C'est pas pour leur casser du sucre dessus, mais c'est surtout parce que vous connaissez tous ce délicieux parcours. Et donc là, on avait un cas réel, c'était chercher quand est-ce qu'on... ma collègue cherchait quand est-ce qu'elle recevrait son crédit, qu'on appelle ça. Oui, c'est pour la garde d'enfants, il y a un crédit d'impôt. Et donc elle commence à chercher, et dans le moteur de recherche elle ne trouve pas, et elle ouvre un onglet, puis après elle est basculée sur le côté pro, donc elle continue, et elle s'était dit sur le site des impôts j'aurai la source de vérité, donc c'était plus fiable. Et vraiment, elle croit qu'elle a trouvé, en fait non, elle continue de chercher, elle se dit je vais aller sur payer mes impôts, parce que ça pour le coup c'est bien visible sur le site, mais c'était pas là non plus. Et donc elle a fini par chercher dans Google, par trouver sur un autre site. Et donc typiquement le site des impôts, c'est un site avec des pages très légères, mais où quand le parcours débouche sur un échec, comme c'est le cas ici, ou simplement un parcours très long et chaotique, comme on l'observe souvent également, on est sur de l'énorme gaspillage. Et donc simplifier l'expérience utilisateur, c'est vraiment la première clé, une des premières clés de l'éco-conception. On revient toujours à cette idée de sobriété. Idéalement, il faut que les gens passent le moins de temps possible sur le service. Ce qui, dès qu'on le dit comme ça, on comprend tout de suite l'opposition qu'il va y avoir entre les modèles économiques basés sur la publicité et la captation de l'attention et l'éco-conception. Donc il y aura toujours un conflit entre les deux. Ça veut dire aussi améliorer l'arborescence. Quand il y a des pages bleues et oranges comme ça. C'était un site qu'on avait fait pour le musée de Bretagne. On avait fait le site de l'exposition celtique. Et donc à la base, ils nous avaient dit, voilà, ça c'est le parcours. Enfin, en gros, on avait pris l'arborescence, la structure de l'exposition, qui avait des chapitres, des sous-chapitres. Et quand on le passait en web, en fait, ça marchait pas du tout. Il y avait 3 niveaux de menus. Il y avait une partie 2 qui était genre la suite d'un chapitre, mais qui n'avait pas de sous-chapitre. Enfin, c'était pas du tout cohérent en termes d'architecture web. Donc ça marchait pas. Grâce au client qui était quand même très ouvert sur le fait de se remettre en question, de s'adapter, on a modifié la façon dont c'était hiérarchisé.
Et du coup, on est arrivé sur simplement 2 niveaux de menu, beaucoup plus simples. Et on a beaucoup travaillé ensuite le fait de se repérer sur le site. En test utilisateur, on a fait 15 000 idées sur comment est-ce qu'on fait suivant, précédent, parce qu'il fallait à la fois qu'on ait une navigation horizontale, à la fois que les gens sachent toujours où ils sont, à la fois qu'ils aient envie de lire la suite, et en même temps de pouvoir revenir sur un autre chapitre et d'avoir un parcours plus chaotique s'ils le souhaitaient en fonction de leur centre d'intérêt. Et donc, on a beaucoup tâtonné. Et finalement, on est arrivé sur des pages sommaires comme ça, avec des blocs de sous-menus. Et puis, il y avait un fil d'Ariane aussi en haut de chaque page qui est cliquable. On sait toujours où on est, on comprend la linéarité pour essayer d'accompagner les utilisateurs. Donc ça, c'est vraiment aussi, encore une fois, c'est de la qualité web simplement, hein, c'est de la performance, c'est de l'UX. Mais en fait, ça va vraiment aller dans le sens de l'éco-conception, un peu à l'opposé de ce qu'on voyait avant sur le site des impôts. Sur l'idéation, il y a aussi un enjeu, là c'est plus aussi pour les personnes tech dans la salle, c'est le cycle de vie de la donnée. Quand on est en phase amont, on doit se poser les questions de qu'est-ce que je vais collecter comme données et combien de temps je vais les garder et comment je vais planifier aussi le fait de les supprimer. Et donc là, on voit tout de suite le rapport qu'il va y avoir aussi avec le RGPD et la cybersécurité. Ce schéma, il vient d'une page qui est très intéressante, qui a été faite par la Minumeco, dont je parlais tout à l'heure, qui est un mini-site assez bien rempli, qui détaille chacun des points du milieu, c'est-à-dire tous les points de recoupement entre ces 3 sujets, éco-conception, cybersécurité et respect des données personnelles. Ce qui est intéressant notamment parce que on sait que le RGPD, pour le coup, les clients, ça leur tient à cœur, et la cybersécurité aussi. Donc c'est aussi une autre façon parfois de faire de la sobriété et d'emmener le client vers le fait de faire moins mais mieux, c'est d'agiter aussi ces risques-là. Et donc il détaille exactement en quoi ça va dans le même sens sur la maîtrise du système d'information, sur la formation des personnes, sur la souveraineté numérique, quels sont les points de convergence entre ces sujets. Et donc dans le RGESN, ce qu'on a vraiment, c'est combien de temps on doit garder les données, quand est-ce qu'on les supprime. En ce moment, je travaille pour une start-up d'État qui s'appelle Cartobio. Donc je travaille pour l'agence Bio, donc c'est l'agence publique qui est chargée de développer l'agriculture biologique en France. Et on fait un outil qui va être obligatoire pour tous les organismes de certification du bio, dans lequel les agriculteurs mettent leur parcellaire, donc la liste de c'est des données géographiques, avec leur parcelle agricole, et après qu'est-ce qu'ils sèment sur chaque, quand est-ce qu'elles sont conventionnées, qu'elles sont certifiées, etc. Et du coup, il y a beaucoup de données graphiques. Pour l'instant, c'est pas très lourd parce qu'on est sur la phase d'amont, mais du coup, j'essaie de porter le sujet, de dire attention, là, ok, on va permettre de faire bientôt du multiversion, donc de garder un historique, d'avoir une évolution dans le temps. Mais au bout d'un moment, est-ce qu'on se dit pas, tiens, un brouillon qui n'a pas été ouvert depuis 1 an, en fait, on le supprime automatiquement. Peut-être que passé 5 ans, on garde que les versions certifiées du parcellaire et pas toutes les versions qui avaient été faites durant l'année. Enfin, il y a des réflexions comme ça à avoir, et en fait, une fois que ça a été pensé en amont, prend un petit peu le temps, mais après, au moins, on déroule, quoi. Et ça permet d'éviter, plutôt que de faire du tri plus tard, d'éviter de conserver des choses inutilement. On a aussi l'idée de, en amont, se fixer des budgets environnementaux, de combien, par exemple, doit peser une page maximum. Alors, il y a un petit outil, il a changé un peu depuis, il a fait peau neuve, qui permet d'évaluer, pour éviter juste le doigt mouillé, c'est de se dire quelle est, dans une connexion dégradée, par exemple, une 3G moyenne, par exemple, on parle même pas de la 2G, là. Bon, la 3G va être décommissionnée aussi. Quel est le temps de chargement maximum acceptable? Donc ça dépend si vous êtes un site vitrine ou un parcours complet. Hein. Si chaque page met 3 secondes, vous allez perdre les gens. Et en fonction des 2 données, ils vous disent combien la page doit peser, maximum. Et donc ça, c'est un moyen très centré utilisateur, performance, UX, de se fixer un budget environnemental, tout comme on se fixe des budgets financiers et ressources humaines en amont des projets. Une autre bonne pratique que vous connaissez, c'est le mobile first. Pour une raison très simple, là on avait fait l'erreur il y a 3 ans quand on avait prototypé notre guide d'éco-conception. On avait fait une belle intro, on avait tout écrit sur des docs, puis on a mis l'intro sur totalement, en web, ça passait encore, mais alors en mobile c'était totalement imbitable. Et donc quand on l'a passé en mobile, on a tout repensé pour du mobile avec une première interface de menu, etc. Donc on a appris de nos erreurs, et donc maintenant on est plutôt sur donc le mobile first. Comme on le voit directement ici, en fait, ça force à aller à l'essentiel, à bien hiérarchiser l'information, à éliminer le superflu, à ne pas remplir les marges aussi, comme les clients parfois aiment le faire, à faire des pages plus courtes, à écrire mieux pour le web. Ça rejoint aussi des bonnes pratiques d'accessibilité.
Aussi, quelque chose qui peut faire peur quand on arrive sur la phase de prototypage haute fidélité, c'est le graphisme. On voit effectivement beaucoup de sites éco-conçus qui ressemblent à ça, donc avec toujours cette même esthétique, d'images tramées, de couleurs pastel, très monochrome. Nous-mêmes, designers éthiques, on est comme ça. C'est un choix, ça n'a rien à voir avec l'éco-conception, c'est vraiment du positionnement. Dalkia l'a repris à fond parce que ça faisait partie de leur com. Mais en fait, il y a plein de sites éco-conçus qui ressemblent à plein d'autres choses. On peut mettre des images, on peut mettre des photos. Le site du musée de Bretagne, enfin le site celtique pour le musée de Bretagne, il y avait plein de photos parce que forcément c'est un site de musée. Je vais revenir dessus sur le traitement des photos. Mais voilà, il y a plein d'astuces, les images SVG, les couleurs, lâchez-vous sur les couleurs. Mettre une ou deux typos personnalisés si jamais il n'y a pas trop d'images sur le site. Enfin, on peut faire plein de choses. Il n'y a pas de souci. Il y a des bases d'inspiration aussi, pas forcément accessibles. C'est compliqué d'avoir des inspirations éco-conçues accessibles. Il y a le site de Grenoble-Alpes Métropole qui est très bien pour ça, mais il n'y en a pas beaucoup. Je parle quand même du dark mode parce que c'est un truc qu'on entend souvent. Dark mode, c'est pas forcément bien en éco-conception. En fait, le dark mode, on l'entend beaucoup parce qu'il y avait beaucoup de pubs là-dessus sur le fait que ça consommait moins d'électricité. En fait, c'est vrai que pour les écrans OLED, et en fait, il y a un gain significatif que si on met la luminosité au maximum. Dès qu'on est à 50% de luminosité, on a un gain d'énergie de seulement 9%, donc c'est bien, mais c'est pas foufou. Surtout qu'après, si on fait, on peut pas faire que du dark mode parce que c'est pas accessible pour toutes les personnes. Globalement, de manière générale, c'est beaucoup moins facile de lire. C'est moins fatigant pour le rétroéclairage, mais c'est moins facile de lire du blanc sur du noir que l'inverse. Donc, dans tous les cas, il faudra faire les deux. Du coup, ça nécessite de tout dédoubler son design system, etc. Donc, en termes de maintenabilité, de maintenance, c'est plus compliqué. Donc, c'est vrai que de manière générale, c'est vraiment pas le truc à faire en premier. Si vous voulez le faire, c'est plutôt pour d'autres raisons. Si vous voulez faire des outils pour des devs, pour des applications qu'on regarde avant de se coucher, dans des endroits sombres, là c'est tout à fait pertinent, mais il faut penser au contexte d'usage avant tout, avant l'éco-conception pour la question du dark mode. Sur l'optimisation des images, donc c'est plutôt la phase où on commence à développer le site, on le nourrit. Donc les images, c'est le premier poste de poids des pages web à l'heure actuelle. C'est presque plus d'un tiers du poids d'une page web en moyenne sur Internet aujourd'hui, c'est à cause des images, alors que souvent elles ne sont pas bien optimisées du tout. Donc là, on avait des exemples pour le musée de Bretagne, on avait des images à 14 mégaoctets, 20 mégaoctets, des images de conservation de musée, donc elles étaient extrêmement lourdes avec des définitions monstrueuses. C'était pas la pire celle-là. Donc déjà, on l'a redimensionné. Première chose, parce qu'en général, ça suffit dans la plupart des cas d'usage, même quand on est historien et qu'on veut zoomer sur l'image. Et quand on l'a affiché sur le site, on l'a encore redimensionné à 800 pixels et on l'a compressé, optimisé. Et donc à la fin, elle faisait plus que 47 kilooctets. Comme ordre de grandeur, je trouve que même sur des images comme ça à 800 pixels de large, ce qui n'est pas tout petit, de manière générale, comme ordre de grandeur, je dis 100 kilooctets max pour une image. C'est très rare qu'une image correctement compressée justifie d'être plus grande que ça. Et donc, il faut aussi éviter les photos décoratives. Il faut que les photos aient du sens dans la page. Donc, nous, on avait plein de photos, mais alors, forcément, dans un musée, il y a une vitrine avec plein d'objets, ça marche bien. Sur un site internet, on balance plein d'images, on ne sait pas quoi en faire de ça. Donc, au début, on avait commencé les wireframes, on voyait bien que ça nageait comme ça, une phrase de temps en temps, ça ne marchait pas du tout, il y avait beaucoup trop d'images. Et donc, avec le musée de Bretagne, on a retravaillé qu'est-ce qu'on gardait, comment est-ce qu'on le mettait en scène, quels étaient les textes, les encarts, comment est-ce qu'on... On a enlevé pas mal de photos parce qu'encore une fois, on ne peut pas tout mettre sur un site internet. Et donc voilà, on a mis plus de texte, on a retravaillé différemment pour que ce soit plus agréable à lire. Et donc, il y a beaucoup d'outils qui existent pour optimiser gratuits. Il y a TinyPNG, ShortPixel, Image Compressor aussi. Voilà, il y en a plusieurs. J'utilise surtout TinyPNG. Et c'est assez impressionnant ce qu'ils font. D'abord, il y a redimensionnement, donc on retaille l'image à la bonne taille, 800 pixels, 200, 400. Et après, on la compresse, et c'est là où ils vont optimiser le code de l'image pour, par exemple, l'œil humain ne va pas distinguer la différence de couleur entre une lettre d'écart entre deux. Et donc, l'ordinateur va finalement enlever tout ce que l'œil humain ne peut pas percevoir. Et donc, on gagne encore 70-80% du poids de l'image avec la phase d'optimisation. Alors, c'est un peu casse-pied à faire, je vous l'accorde. Il y a des trucs automatisés payants aussi. Mais il y a des gains extrêmement significatifs. Ça, c'est vraiment un quick win sur un site internet. Dès que le site est un peu lourd, déjà, s'il y a pas mal d'images et qu'elles sont bien optimisées, on peut gagner beaucoup de poids. Pour les vidéos, de la même façon, première chose, c'est se demander est-ce qu'on en a besoin.
Si oui, comment est-ce qu'on les met en avant, plutôt que de les mettre en bannière, en arrière-plan, comme on le voit encore sur beaucoup de sites du luxe notamment, ou de monde de la vidéo. Du coup, il faut essayer de les mettre là. Par exemple, on l'a mise au second plan avec un lien externe pour celle-ci sur le musée de Bretagne, ou bien on les a mises un peu plus bas sur la page pour éviter que les gens les regardent en premier. On en a quand même gardé parce que c'est un site de musée, donc il y avait des choses importantes, des témoignages de scientifiques, etc., qui étaient en vidéo. Et là aussi, il y a des choses possibles en termes de compression. Donc en taille originale, on l'a passé en 720p parce que ça suffisait pour la plupart des usages. Et quand on l'a compressé avec un site internet gratuit, on a encore divisé par 4 le poids de la vidéo pour arriver à 30 mégas, ce qui est quand même plus correct. Et en fait, on a beaucoup travaillé avec notre développeur pour trouver la meilleure solution d'intégration, puisqu'on ne voulait pas avoir de cookies sur le site, donc on ne voulait pas utiliser YouTube, qui est un peu la solution automatique. Et donc on l'a intégré, il a fait plusieurs tests, il l'a intégré en HTML5, ce qui pesait environ 50 kilooctets dans la page, alors que le lecteur YouTube, il faut savoir qu'il pèse 2,5 mégaoctets à lui tout seul, avant même d'avoir lancé la vidéo, sans parler de tout ce qu'il embarque comme tracking, etc. Donc bien sûr du chargement progressif, afficher le poids des vidéos, de tous les médias un peu lourds, il faut prévenir à l'avance que ça va être lourd, et l'intégration en HTML5 a très bien fonctionné. Je vois que l'heure tourne, je ne vais pas non plus trop déborder. Donc globalement sur les plugins, ça va être la même réflexion. Une Google Maps, ça pèse 1 mégaoctet. Souvent, elle n'est pas à la bonne échelle, elle n'a pas l'information clé. Les icônes de réseaux sociaux aussi. Donc on peut faire un hyperlien qui va vers Google. On peut faire des icônes SVG cliquables plutôt que de mettre des plugins de réseaux sociaux. Et de la même façon, sur ce site du musée de Bretagne, on avait un quiz interactif. Et donc, on s'est dit, il va falloir mettre du JavaScript, comme c'est interactif. Et en fait, avec du CSS, avec des tests utilisateurs, on a réussi quand même à bloquer le bouton tant qu'on n'avait pas répondu à toutes les questions. On a pu vraiment évaluer le besoin pour être au minimum et éviter de mettre du JavaScript pour une page qui est quand même interactive. C'est une évidence, mais il faut bannir le scroll infini. Je ne vais pas passer plus de temps dessus, mais le scroll infini va inciter à regarder beaucoup plus de contenu que ce qu'on veut initialement. C'est vraiment un mécanisme de captation de l'attention qui est très connu. On voit pas vraiment. J'ai jamais trouvé de cas d'usage où je trouvais ça légitime. Il faut choisir la juste quantité qu'on affiche sur la page, évidemment. Il ne va pas mettre 5 images là sur Unsplash. Ça dépend si c'est des articles, ça dépend de plein de choses. Mais ça ne sert à rien d'afficher des pages immenses avec trop de choses. Quand on arrive à la phase de test, ce qui est très important, c'est de tester en connexion dégradée. Donc, par rapport au budget environnemental qu'on s'était fixé en amont, est-ce que le site charge effectivement en 3G en moins de 6 secondes, par exemple? Et normalement, d'après le RGSN, il faut tester sur des appareils vieux de plus de 5 ans pour être sûr que ça fonctionne comment? Et bientôt 7 ans, exactement. Pour être sûr que ça reste toujours accessible aux personnes. Quand on fait des évolutions, là ça va être un peu les slides plus pour les PO, PM dans la salle aussi, et les Scrum. Donc au fur et à mesure, évidemment, le site, on le sort, il est super, il est léger, il est magnifique. Et en fait, après, on va rajouter des couches. Et évidemment, on peut se demander, est-ce que c'est utilisé? Est-ce que c'est toujours sobre? Donc il y a pas mal de bonnes pratiques à mettre en place. Notamment, on peut utiliser des outils d'analytics pour savoir si le site est visité. Il y a des choses gratuites et open source qui existent, comme Matomo. Là, c'est un screenshot de Matomo, du site de designer éthique, mais il y a Plausible, il y en a d'autres qui permettent de remplacer Google Analytics sans mettre de cookies sur son site. Et donc après, sur les évolutions, faut faire attention à supprimer les données qui ont expiré, qu'on s'était aussi fixées en amont, mettre à jour sa politique de déco-conception, ou encore, normalement, une bonne pratique qui est extrêmement importante, mais difficile à mettre en place, c'est de distinguer les mises à jour correctives des mises à jour évolutives. C'est-à-dire que tout ce qui est patch de sécurité, ça, on l'envoie pour tout le monde. Par contre, on laisse le choix aux gens de ne pas installer des mises à jour qui vont embarquer des fonctionnalités dont ils n'ont pas besoin. C'est difficile à faire, mais avec du feature flipping, apparemment, je discutais avec des gens qui me disaient que c'était possible. Et donc, en bonne pratique d'amélioration continue, c'est des pistes de ce qu'on peut faire pour embarquer aussi ça dans ces process agiles, dans ces OKR. On peut allonger ses sprints, par exemple, au lieu d'avoir des sprints très courts de 2 semaines, le temps toujours de faire de la qualité. On peut passer à des sprints de 3 semaines, par exemple. On peut intégrer des sprints de recherche, il y a des entreprises qui font ça, ou de nettoyage du code, ou d'audit. Se donner du temps pour faire de la qualité, là aussi, de la rationalisation, du nettoyage. On peut modifier ces definition of done et definition of ready pour inclure de sobriété, de poids maximum de pages, de pourcentage de gens qui utilisent le service. Donc les tests, on en a parlé avant et après déploiement. Typiquement, faudrait même retirer des fonctionnalités si jamais elles ne sont pas utilisées, idéalement.
On peut aussi se mettre des critères dans ces user stories. Par exemple, on ajoute une fonctionnalité uniquement si elle est utile à plus de 10-30% des utilisateurs. Bon, sauf si c'est un critère d'accessibilité, bien sûr. On peut introduire des non-user stories. Donc concevoir pour, il y a une question des tarot cards of tech, c'est si la planète était mon client, qu'est-ce que je ferais différemment dans mon service? Voilà, est-ce que je peux sensibiliser mes utilisateurs sur leurs usages? Est-ce que je peux faire de la sobriété quelque part? Et donc, il faut normalement aussi mesurer, se fixer des objectifs et puis régulièrement regarder où est-ce qu'on en est par rapport à ces objectifs. J'arrive à la conclusion. J'espère que vous avez tous trouvé des choses intéressantes dans ce panel de bonnes pratiques. Ce qui est important et ce qui est une bonne nouvelle, c'est que tout se recoupe. J'ai beaucoup dit, mais c'est vrai qu'en fait, avec l'accessibilité également, l'éco-conception va énormément se recouper sur, ne serait-ce que le fait de bien hiérarchiser les contenus, les menus, pour ne citer que ça. Il y a aussi le mécanisme de respect de l'attention, typiquement le scroll infini qu'on va bannir, les vidéos en autoplay qu'on va bannir. Donc tout ça, ça va dans le même sens. C'est pas juste des injonctions en plus qui viennent complexifier notre métier. C'est des leviers de créativité, comme disait Florie, pour trouver des solutions astucieuses à ces problèmes. On s'est bien amusé, nous, sur le graphisme du Musée de Bretagne. Et puis également, ça va dans l'autre sens. Un site plus éco-conçu sera plus accessible et vice-versa. Il y a plein de bonnes raisons de faire de l'éco-conception numérique. Ça va aussi dans le sens des respects des données personnelles et de la cybersécurité, comme on l'a vu. Ça va améliorer le parcours utilisateur, puisque c'est un des leviers. Potentiellement, si on réduit la fracture numérique, on augmente encore l'audience potentielle de son service. Ça peut faire des économies, ne serait-ce qu'en termes d'hébergement, de maintenance, si on rationalise mieux son architecture. Ça va améliorer le référencement, parce qu'on va privilégier les PWA, on va privilégier les contenus bien structurés, ça peut renforcer sa valeur de marque. Ce que j'adore aussi, c'est qu'en tant que métier du numérique, ça permet de nous ramener à une posture de consultant, mieux écouter quand les clients sont à l'écoute de ces sujets, parce ils pataugent un peu, donc quand on connaît le sujet, ça permet d'être en amont des prises de décision et pas juste des exécutants à la fin. Et puis peut-être de devancer la loi si le RGESN un jour est obligatoire. L'enjeu, c'est que le numérique, c'est une ressource qui est non renouvelable. Donc les ressources, tout ce qui sert à faire fonctionner nos ordinateurs et autres, c'est des ressources abiotiques aussi qui disparaissent rapidement. Donc il y a un vrai enjeu aussi d'économiser les ressources planétaires. Et pour finir, en termes de ressources, on a un guide entièrement gratuit en ligne en Creative Commons, dans lequel on va retrouver à peu près tout ce que j'ai dit là. Y compris des sites éco-conçus dans la partie ressources et exemples. Et puis, il y a d'autres ressources intéressantes, évidemment, il y en a plein. Je ne vais pas vous noyer, mais pour les plus tech, il y a les 115 bonnes pratiques d'éco-conception web. Il y a le RGESN, évidemment. Et puis, le plus exhaustif, c'est peut-être le GR 491 de l'Institut du numérique responsable, sur lequel vous avez des chapitres entiers sur le back-end, l'architecture. Vous pouvez envoyer ça à vos collègues. Il y a plein de choses intéressantes. Voilà, merci à toutes et à tous pour votre attention et à bientôt. Moi, j'étais bien à t'écouter. On va poursuivre, vous allez le voir, on va continuer bien sûr dans ces notions d'éco-conception. Je vais vous proposer qu'on monte un petit peu en abstraction par rapport à la question du numérique et qu'on parle d'éco-conception de services au sens de l'offre de services. Et on va revenir un petit peu sur l'imbrication de tout ça. Alors pourquoi je vous parle au sens un peu plus générique? Déjà, la première chose à avoir en tête, vous le savez peut-être, mais c'est un point moi, qui me paraît crucial, c'est qu'on est aujourd'hui dans une société, dans une économie de services. Il y a différentes études qui nous montrent qu'environ, à la louche, 80% des activités, 80% des emplois, donc 80% de ce qui se passe en France, c'est du service. Alors du service très tertiaire, très intangible, jusqu'au service moins tertiaire lié à un produit tangible. On a une espèce de continuum, une échelle qui va du plus intangible au plus tangible, on va dire, mais qui représente tout ça des services. Alors je vous ai mis quelques petites icônes là pour illustrer un petit peu ce que ça peut être, mais ça va être vraiment très varié. Le point qui est important, c'est que tous ces services-là, toutes ces activités, ces offres de services de différentes entreprises, d'associations, de plein d'acteurs différents, d'organismes publics, des ministères même, et bien tous ces services-là, ils utilisent souvent le numérique, on va être honnête, hein, je n'ai pas de chiffres à vous donner, mais bon, peut-être 90%
de ces services ont au moins une patte numérique parce qu'il y a un service Internet quelque part, une application quelque part, enfin, il y a une patte numérique quelque part, mais ils ne sont pas que numériques. Le numérique est un moyen, soit pour obtenir une forme de vitrine pour présenter son service, soit pour y donner accès et pour délivrer tout ou partie du service. Mais ce n'est pas 100% forcément du service. Donc ça, c'est un point, moi, qui me tient à cœur en tant que designer de service à la base. Mais du coup, une fois que j'ai dit ça, c'est quoi un service ? En fait, un service, c'est un système complexe. Je vous ai mis là des critères un peu clés. On va y revenir tranquillement pendant la présentation. Il y a déjà des critères un peu de base dans la littérature sur les services depuis les années 70 qui nous disent qu'un service, déjà, c'est intangible. Donc, je vous l'ai dit, oui, c'est intangible, mais bon, ça va dépendre du service. On va avoir l'impression, par exemple, que des services de formation vont être assez intangibles, puisqu'on va s'adresser à votre intellect et vous faire grandir en maturité sur différents sujets. Il y a quand même des éléments physiques. Quand vous allez en formation, vous avez, je caricature, mais votre petit cahier, votre stylo, votre ordinateur. Enfin, on n'est pas complètement dans de l'intangible non plus. À l'inverse, on va avoir des services qui vont être très liés au tangible. Ça va être par exemple la réparation de votre voiture. C'est lié à un objet tangible. Donc voilà, on est sur ce continuum dont je parlais tout à l'heure. Les services, ça va être aussi hétérogène et non standardisable. Parce que justement, on va délivrer le service, délivrer l'expérience de service en fonction aussi des profils des clients qu'on va avoir en face de nous. Ça va être très personnel finalement. L'expérience qu'on vit en tant que client, quand on va, je dis n'importe quoi, chez le coiffeur ou au restaurant, si moi j'y vais, si vous y allez, on ne va pas vivre la même chose pour plein de raisons différentes. Parce qu'on ne va pas y aller au même moment, parce que peut-être que quand moi je vais y aller, il va faire beau et puis vous, il va pleuvoir, vous allez arriver trempé, parce que peut-être on n'aura pas le même coiffeur et qu'il y en a un qui sera sympa et l'autre beaucoup moins, parce que moi je serai contente de ma coupe mais vous pas du tout. Enfin, il y a plein d'éléments qui entrent en jeu qui font qu'on va avoir des services finalement à la fin différents, en tout cas vécus différemment par les clients. C'est aussi périssable. À l'inverse d'un produit tangible, on n'achète pas un service pour le mettre sur une étagère de sa cuisine et y revenir 6 mois ou 1 an après. Un service, ça se délivre et ça se vit en même temps. On parle de coproduction du service. Le client est impliqué dans ce qu'il est en train de vivre. Et une fois que c'est vécu, une fois que vous êtes sorti de chez le coiffeur, du restaurant, de votre banque ou de votre garagiste pour réparer votre voiture, eh bien le service, il est terminé. Inséparable, là on parle essentiellement du coup de ce côté justement le service il est attaché à quelque chose de manière générique. Je mets des guillemets, le quelque chose pouvant être un objet comme votre voiture ou pouvant être vous et votre cerveau comme je le disais tout à l'heure sur un exemple de formation. Il est participatif, je le disais tout à l'heure aussi, on parle de coproduction entre le client et le fournisseur, ses éventuels partenaires. En tout cas si vous ou votre voiture ne participe pas au service, il ne se passe rien, le service n'a pas lieu. Il est non transféré et non transférable. On ne transfère pas la propriété d'un service. On ne va pas transférer la propriété de votre tête quand vous allez chez le coiffeur, ni la propriété de votre voiture quand vous allez chez le garagiste. Le service, il a lieu, il est vécu, mais on ne transfère absolument pas de propriété. Il est aussi, je vais y revenir dans un instant, multidimensionnel et multicouche. Là, ça se corse. Et là, on commence à voir un petit peu la perspective systémique. J'y reviens dans une seconde. Il est aussi et surtout, pour finir, à valeur ajoutée. Forcément, un service, pour qu'il ait du sens, au moins au sens économique du terme, et on y reviendra, eh bien, il faut qu'il ait une valeur ajoutée pour le client, bien sûr. Il faut lui apporter quelque chose grâce à l'expérience de service que vous lui proposez. Et puis pour vous-même, en tant que fournisseur, on n'est pas dans un monde de bisounours, et donc l'objectif, c'est aussi de gagner un minimum d'argent et qu'il y ait une forme de rentabilité. Donc je reviens juste sur l'aspect multidimensionnel et multicouche. Pourquoi on parle de multicouche quand on fait du design de service un peu classique ? Eh bien parce que finalement, on va s'intéresser au service de bout en bout, ce qui se passe avant, pendant, après, et ce qui se passe dans les différentes couches du service. Donc on va s'intéresser, là on a une métaphore du théâtre que j'aime beaucoup, on va s'intéresser à ce qui se passe, on appelle ça en avant-scène. Donc qu'est-ce que le client va voir, toucher, entendre, comprendre de ce service et jusqu'où ? Et puis en arrière-scène, côté backstage, qu'est-ce qu'il ne va pas voir ? Et on a entre les deux ce qu'on appelle une ligne de visibilité. Le designer de service va devoir travailler sur toutes ces couches-là. Ce que le client va vivre, toucher, voir, interagir avec vous, etc. Et ce qu'il ne va pas voir, qu'il se passe dessous. Mais que si ce qui se passe dessous se passe mal, eh bien de toute façon, son expérience client va être pourrie. Et donc sa satisfaction sera pourrie aussi. Je vous donne un exemple, quand vous êtes au théâtre, vous ne voyez pas forcément ce qui se passe dans les coulisses. Mais si à un moment donné, il y a un accident, que tout tombe, les décors, etc.,
ça va interrompre le spectacle, vous allez être déçu, vous allez repartir pas content. Mais c'est quelque chose que vous n'auriez pas dû voir. De la même manière, quand vous allez au restaurant, maintenant vous avez des restaurants, alors soit les cuisines sont cachées, vous ne voyez pas ce qui se passe, soit les cuisines sont ouvertes, et ça peut faire partie de l'expérience et de l'animation, et vous voyez ce qui se passe. Si c'est caché, on peut se dire ce qui est caché, le client ne se rendra pas compte. Mais ça finit par se voir, forcément. Il y a forcément un impact à un moment donné dans l'expérience que va vivre le client. Il va entendre du bruit parce que ça s'engueule dans les cuisines. Il va recevoir un plat pas bon où on voit que la moitié du truc a été cramé. Il s'est passé un truc en cuisine, je ne l'ai pas vu, mais il s'est passé un truc. Donc forcément, il va y avoir des indices où si les processus, les compétences qui sont en jeu, qui sont en arrière-scène, ne fonctionnent pas correctement, ça va avoir une incidence sur l'avant-scène. Donc il faut vraiment penser à toutes ces couches. On n'est pas que... J'entends souvent, tu es designer de service, tu fais du parcours client. Pas que. Loin de là même. Et puis on est aussi multidimensionnel. Quand on va imaginer un nouveau service ou reconcevoir un service existant, eh bien on va penser à toutes ces dimensions-là. On va se demander, ok, d'un point de vue spatio-temporel, où est-ce qu'il doit avoir lieu et quand. D'un point de vue physique, matériel, de quoi je vais avoir besoin en termes d'objets. D'un point de vue évidemment technique, numérique, eh bien, de quoi je vais avoir besoin aussi pour délivrer ce service en partie ou complètement. On va réfléchir à la partie plutôt relationnelle, voire émotionnelle, qu'est-ce que je veux provoquer chez mon client. Et bien évidemment, on va aussi réfléchir à la partie plus business, économique, et on va travailler sur le business model et le business plan. Donc vous voyez, c'est très multidimensionnel pour réussir in fine à créer une offre de service qui soit utile, utilisable, désirable, faisable et bien évidemment rentable. Donc du coup, vous l'aurez compris, le numérique, là je l'ai positionné comme une des dimensions. Parce que pour moi, le numérique est un moyen quand je réfléchis à créer une offre de service. Un moyen qui peut être parfois très présent, parfois moins présent, mais ça va faire partie de ce que j'appelle moi des points de contact du service. Tout au long de l'expérience que va vivre mon client avec mon offre, eh bien, il va y avoir des points de contact, donc des éléments physiques ou des éléments numériques qu'il va devoir manipuler pour vivre ce service. Donc j'ai pris 2 petits exemples simples, mais c'est juste pour vous montrer la logique. Si on prend justement l'exemple d'un restaurant, effectivement, il va peut-être y avoir un site de ce restaurant sur lequel je vais pouvoir me rendre, pour voir le menu, les horaires, éventuellement réserver une table. S'il n'a pas de site, peut-être que je vais le retrouver sur un site du type La Fourchette, ça a changé de fork, non, c'est ça ? Un truc comme ça, bon bref, ou un équivalent. Mais du coup, si moi je veux réfléchir à l'offre de ce restaurant, ça va être seulement un élément parmi d'autres. Il va falloir que je réfléchisse au concept. Que propose le restaurant? Comment il se positionne? Il va falloir que je travaille sur le lieu, sur l'emplacement, sur le mobilier, la décoration, le menu, les assiettes, les couverts, les équipements, l'électroménager, l'approvisionnement, les fournisseurs, les partenaires, les compétences des personnes qui vont travailler dans ce restaurant, mais pas que. Donc je vais réfléchir vraiment à toute la chaîne de valeur, à toutes les couches dont j'ai parlé, en front et en back, et à toutes les dimensions que je viens de vous montrer. Donc vous voyez que si on veut éco-concevoir un service, ce sera peut-être bien du coup de prendre du mobilier, de récupérer du mobilier et de le réutiliser. D'ailleurs, ce sera déjà pas mal. Ce sera peut-être bien d'éco-concevoir son site internet, mais ce n'est pas pour autant que je pourrais me permettre de dire que l'ensemble de mon concept de service, il est responsable. Parce qu'il y aura peut-être plein d'autres points qui ne le seront pas. Suspense. De la même manière, si on prend l'exemple d'une banque, d'un assureur, peu importe, eh bien là aussi, peut-être qu'il va avoir un site internet et puis des services en ligne. Vous avez peut-être l'application de votre banque sur votre smartphone pour accéder à vos comptes, faire un virement, etc. etc. Soit. Mais l'offre de service de votre banque, elle ne s'arrête pas là. Et il se passe des choses en sous-jacent que vous ne voyez même pas quand vous faites des virements, etc. Il se passe des choses côté banque aussi. Ce n'est pas forcément que de l'IT. Donc forcément, il va y avoir l'agence, éventuellement les services support qui ne sont pas dans l'agence mais qui sont au siège ou qui sont ailleurs, je ne sais où en France, le service client qui est je ne sais où en Europe ou pire. Et là encore, on va retrouver des éléments physiques, des éléments numériques, toute la chaîne de valeur, les différents partenaires, les interactions, etc. et jusqu'au modèle économique qu'on peut être amené à questionner, bien évidemment. C'est aussi valable pour des exemples plus basés sur du tangible. Je parlais tout à l'heure de la réparation de votre voiture, ou si on reprend par exemple l'utilisation de vélos partagés. Eh bien, les vélos partagés, ce n'est pas parce que, en admettant que ça a été fait, ce qui n'était pas le cas quand ça a démarré, en admettant qu'on ait une borne interactive à peu près éco-conçue,
C'est pas pour ça que les vélos ont été éco-conçus, que tout le système du coup de récupération des vélos, de maintenance des vélos, de communication aussi, de marketing autour de l'offre, etc., ont été éco-conçus. Donc si je veux me permettre de dire que j'ai une offre de service éco-conçue, eh bien, il va falloir travailler sur toutes ces dimensions et toutes ces couches. Alors du coup, comment on fait ? Parce que c'est compliqué, on voit tout de suite qu'il y a une forme de complexité et de système un petit peu difficile à appréhender qu'il va falloir du coup réussir à éco-concevoir. La première chose à avoir en tête, c'est qu'il existe quand même des démarches, on n'est pas tout nu, il existe plein de choses. Il y a la démarche d'éco-conception dont on vous a déjà parlé, éco-conception de produits, qui existe depuis bien longtemps, et je le disais en introduction, qui est bien établie. On a plein de démarches, d'outils, de bases de données complètes sur plein d'objets différents. Et puis on a des compétences, il y a des ingés éco-conception qui sont très performants et vraiment experts de leur métier. Et puis on a de manière plus récente l'éco-conception de services plutôt numériques, pour le coup. Alors est-ce que ça suffit à dire pour autant que j'ai éco-conçu mon service ? Ça pose question, parce que je peux éco-concevoir cette chaise et éco-concevoir mon site internet. Est-ce que pour autant le reste de ce qu'on est en train de vivre a été pensé de cette manière-là ? Pas forcément. Mais on a quand même des bonnes bases. La réflexion que je me suis faite, moi, en tant que designer de service, très préoccupée par toutes ces questions, et qui commençait à se dire, mais ça fait 15 ans que je conçois des services et je ne regarde absolument pas les impacts qu'ils ont, ça pose problème. Bien, finalement, je me suis dit, OK, on a des démarches d'éco-conception d'un côté, et on a une démarche qui est la démarche de design de service de l'autre, qui, comme toutes les démarches qui commencent par design, UX, CX, etc., vient du design thinking. Le design de service a plein d'avantages. Ça a une approche qui est basée sur l'empathie, basée vraiment sur de la recherche utilisateur, tout comme l'UX, mais à un niveau offre de service. Donc avec un focus permanent sur le client et ses besoins. On y reviendra. C'est aussi une démarche du coup qui justement va permettre d'avoir ce regard multidimensionnel dont je parlais. Et puis on a le fameux triptyque que vous connaissez peut-être en design thinking, qu'on s'auto-applique bien évidemment en design de service. On va chercher à faire des services qui soient désirables pour les humains, qui soient faisables d'un point de vue technique et technologique, et puis bien sûr qui soient viables d'un point de vue purement économique. Ça, du coup, c'est basé sur un processus qui se veut co-créatif, pragmatique. Donc les designers de service, on ne travaille pas tout seul évidemment, on travaille avec plein de compétences différentes. On est facilitateur, on apporte de la méthodologie, des outils, mais on fait surtout en fait en sorte de rassembler des compétences, et en particulier les compétences métiers, pour pouvoir justement mettre en œuvre un processus de design de service qui va nous permettre de passer d'une thématique, d'une idée, d'une problématique à un concept de service qui tient la route et qui sera attendu par ses clients, à la fin un prototype de service, et quand je dis prototype, je ne parle pas que d'IT, je parle globalement de l'offre, qui du coup sera validée et qui sera mise sur le marché. On a une méthodologie, comme toute démarche de design, qui va être itérative et très pragmatique, surtout quand on parle de service. C'est souvent difficile parce que justement il y a cette connotation intangible où on ne comprend pas forcément de quoi on parle, donc on va s'efforcer pendant toute la démarche de design de service à tangibiliser au maximum de quoi on parle. C'est quoi mon concept de service ? Si je crée un nouveau concept de formation, eh bien je vais le tangibiliser. Je vais imaginer une fausse affiche, je vais imaginer un faux programme, peu importe, mais il faut le tangibiliser pour pouvoir le tester auprès du public. Et puis c'est une démarche qui se veut, alors attention les gros mots, holistique et systémique. Ah, ça fait mal aux oreilles. Systémique, vous l'aurez compris, c'est l'idée de prendre le système dans son ensemble, sous toutes ses couches, toutes ses dimensions, etc. Holistique, c'est de comprendre les parties et le tout. Vous vous rappelez, sur les critères d'éco-conception, j'ai parlé de ça aussi. J'ai dit un produit, pour qu'il soit éco-conçu, il va falloir penser à ses composants, et puis il va falloir penser à l'imbrication de ces composants dans un tout qui soit éco-conçu. Pour un service, c'est la même chose. On va devoir identifier les différents éléments de ce service et réfléchir aux parties de manière individuelle, mais aussi au tout qu'elles forment une fois qu'on les rassemble. Alors, du coup, une fois qu'on a dit ça, eh bien moi, je me suis intéressée aux apports et aux limites de ces démarches-là. Parce que je me suis dit, finalement, on a d'un côté une démarche de design de service, que je connais bien, je le fais depuis 15 ans, qui a plein d'intérêts. C'est holistique, on l'a dit, c'est systémique, c'est multidimensionnel, c'est basé vraiment sur les besoins et l'intérêt des clients avant tout. Et puis, on a plein de méthodes collaboratives, d'outils qui sont hyper pratiques, du coup, pour imaginer des choses, les tester, etc. Bon, sauf que le côté un peu négatif de la chose,
c'est qu'en fait, je vous ai parlé de plein de dimensions tout à l'heure, mais je ne sais pas si vous avez vu, je n'ai pas mis la dimension environnementale. Et c'est volontaire. C'est parce qu'en réalité, ça fait des années qu'on fait du design de service sans prendre en compte cette dimension-là. Et on va voir comment, du coup, on peut l'intégrer. Le deuxième point, enfin parmi les points négatifs, le deuxième point négatif pour moi, c'est qu'à être centré sur l'humain, on en est devenu trop centré sur l'humain. C'est-à-dire qu'à chaque fois, notre objectif, c'est de sortir un service qui va faire plaisir à un humain. Sans faire attention finalement à ce qui va avoir des impacts ailleurs. Est-ce que d'autres éléments, peut-être d'autres humains, mais aussi éventuellement autre chose que des humains, vont peut-être subir les impacts de ce service. Donc ça a apporté beaucoup de choses d'avoir un design centré sur l'humain. On a créé plein de beaux projets, plein de beaux services qui rendent service pour de vrai, mais on a aussi créé beaucoup de choses franchement inutiles. Donc ça revient aussi à ce que disait Anne tout à l'heure sur le besoin. Il y a un vrai enjeu à re-questionner la notion de besoin. En tant que designer, on est focalisé sur le besoin, mais pour être honnête avec nous-mêmes, on se demande quand même rarement si ce besoin il est fondamental. T'en as besoin ? Ok, je le fais. Est-ce que t'en as vraiment besoin ? Est-ce que c'est fondamental ? Est-ce que si tu l'as pas, ça va vraiment poser problème ? Si on se pose la question comme ça, il y a un paquet de services, numériques ou pas, qu'on va peut-être pas, j'allais dire éco-concevoir, mais qu'on va peut-être pas concevoir du tout même. Côté éco-conception classique, du coup, là aussi, il y a des choses intéressantes. On a une approche globale qui est multicritère, on l'a vu, basée sur le cycle de vie. Donc, on ne va pas s'intéresser à une étape, mais à l'ensemble des étapes du cycle de vie. On a déjà des outils, des bases de données, ça tourne, il y a tout ce qu'il faut. Mais par contre, c'est quand même, malgré ce qu'on dit, même si dans les normes, on lit éco-conception de produits et services, en vrai, c'est produit. C'est comme design circulaire de produits et services. Je vous invite à aller voir des projets de design circulaire, c'est quand même très produit et pas tant service que ça. Donc c'est bien, mais du coup, ça a aussi des points un peu plus négatifs et des limites. Donc je me suis dit, hey, si on mixait tout ça, finalement, parce que l'un compense l'autre quelque part. Les limites de l'un sont compensées par les apports de l'autre. Donc j'ai pris ces deux démarches-là, je les ai mises en gros dans un checker, puis je secouais très très fort. Du coup, ça fait évoluer les principes clés du design de service. Donc ça, là, je vous ai remis les petits critères de tout à l'heure, et puis vous voyez comment, du coup, ils peuvent évoluer. Donc réflexion sur le besoin lui-même, on en a parlé. Effectivement, il y a cette notion aussi de renoncer dont tu parlais, Anne. Ça peut être difficile face à un client final, ou client au sens entreprise avec lesquels on travaille, ou un directeur quand on est en interne, de dire non. Non, là, franchement, ton truc, non, je ne veux pas le faire. Et pourtant, c'est de notre responsabilité de le faire. Et c'est pas juste non, il faut argumenter pourquoi on ne veut pas le faire. Et ça, c'est un point important. Et c'est vrai sur la partie numérique de dire, non, sur ce service-là, alors le service, il a peut-être un intérêt, mais là, le point de contact, pourquoi on va mettre une application alors que si on mettait un humain en face, franchement, ça se passerait beaucoup mieux. Et en plus, voilà, il y a le côté relationnel, etc. Les gens ont aussi besoin d'humains et pas que de numérique. Mais ça marche aussi sur l'offre de service en elle-même. Est-ce que vraiment on a besoin de sortir cette offre de service ? Ou est-ce qu'elle existe déjà par ailleurs, par exemple ? Vous le voyez, je ne vais pas tout lire, mais ce qui est important aussi, moi j'aime bien sur la partie participative, j'ai rajouté et le système TER. Ça veut dire quoi, faire participer le système TER à un projet de conception de service ? Vaste question, on va y revenir. Pareil, donc du coup dans la partie multidimensionnelle, on va ajouter la dimension environnementale, mais vous allez le voir, je n'ai pas fait que l'ajouter comme une dimension supplémentaire. Ça ne me semblait pas pertinent de dire, alors il y en a 10 000, puis on va rajouter la 10 000 unième, et puis on la regardera à la fin, on mettra une feuille verte sur le service et on sera content. Non, on ne sera pas content. Et puis bien évidemment, on a rajouté du coup un critère supplémentaire, il faut que ce système de service soit durable, responsable sur toutes ces dimensions. Pour finir sur cette slide-là, la valeur ajoutée, là aussi c'est un peu comme la partie participative, la valeur ajoutée, elle ne peut pas être que pour le client et que pour le fournisseur. On ne peut pas que faire plaisir à un humain et faire des sous pour un fournisseur. Il faut aussi qu'on s'assure que ça a un minimum de valeur ajoutée pour la planète, pour l'environnement. Là, j'ai repris du coup le triptyque de base du design, donc on a vu tout à l'heure, désirable pour l'humain, faisable et viable. Et ce que j'ai trouvé intéressant quand j'ai commencé à travailler là-dessus, c'est de découvrir que côté design circulaire, ils avaient rajouté une 4e sphère qui nous dit, oui, il faut que ce soit désirable par l'humain, faisable techniquement et technologiquement parlant, que ce soit viable d'un point de vue business, mais by the way, il faut aussi que ce soit circulaire. Et que donc on fasse attention à ce fameux cycle de vie, à limiter l'extraction de matières premières en amont, et puis à travailler, à faire en sorte
on soit dans des boucles vertueuses et que donc on réemploie, on réutilise, on recycle un maximum de choses. Je me suis dit, ouais, ok, mais pourquoi on ne fait pas ça? Pourquoi en fait on n'englobe pas l'ensemble de ces sphères dans une espèce de méga-sphère qui serait une forme de sphère un peu macro qui questionnerait toutes les autres? Parce qu'en vérité, ça veut dire quoi être désirable et responsable? Ça change vachement la manière dont on voit le désir et les besoins des humains. Ça veut dire quoi être faisable et responsable? C'est pas juste être faisable, c'est être faisable et éco-conçu. Ça veut dire quoi être viable et responsable? Ça veut dire retravailler son modèle économique pour qu'il soit le plus éthique possible, quitte à gagner moins d'argent. Et ça ne doit pas être grave. Donc on vient re-questionner vraiment les fondements mêmes du design. Un truc qui m'est cher aussi pour le coup, vous l'aurez compris je pense, c'est que l'humain n'est pas seul. C'est quelque chose sur lequel je travaille depuis très longtemps, ça fait 15 ans que je le dis, mais en fait pour moi il ne faut pas parler d'acteurs quand on fait du design, il faut parler d'actants, pour quitter cette perspective un peu humaine et inclure des éléments qui vont être non humains, vivants ou non vivants, peu importe. Dans ce qu'on est en train de vivre là en ce moment ensemble, il y a vous, il y a moi, les humains, mais il y a aussi des objets, il y a de l'énergie, il y a plein de choses en fait qui participent de cette situation qu'on est en train de vivre. Et pour moi, il faut prendre en compte tout ça et parler d'actants, et donc être en capacité, quand on veut créer une offre de service, de comprendre tous ces éléments hétérogènes qui vont participer du système, pour comprendre quels sont les éléments qui vont intervenir dans la situation de service et quels sont ceux qui vont la subir potentiellement. Tout ça étant quand même une démarche de compromis. On n'est pas dans le monde des bisounours non plus. Donc bien évidemment, si on a une offre de service qui correspond complètement à des attentes mais qui a des impacts énormes, l'équilibre il est rompu. Inversement, si on a une offre de service qui est entièrement éco-conçue mais qui répond à aucune attente, l'équilibre est rompu aussi. Donc il y a une forme de compromis et d'équilibre à trouver entre tous ces éléments-là pour faire en sorte qu'in fine, on ait des services qui soient réellement utiles et qui soient les moins impactants possibles. Du coup, par rapport à la démarche de design de service, c'est peut-être un modèle que vous connaissez, c'est le double diamant, qui a un certain nombre d'années maintenant et qui est bien rodé aussi en termes de design, et qui normalement est plutôt parcouru par un espèce de filigrane qui est « faisons ça pour les humains ». Donc on va se questionner au début, on va avoir une idée de service ou bien un service qui existe mais qu'on veut reconcevoir, ou une problématique qu'on nous a un peu jetée. Et on va passer par différentes phases, donc une phase de découverte, je décris un petit peu le modèle pour ceux qui ne le connaîtraient pas éventuellement. Une phase de découverte, on va faire beaucoup de recherches sur le terrain pour comprendre la problématique, comprendre le contexte des éventuels clients, comprendre les profils socio-cognitifs de ces clients, leurs freins, leurs problématiques, leurs attentes, etc. Comprendre aussi ce qui existe, bien évidemment, par ailleurs déjà sur le marché. Ensuite, on va passer à une phase de définition, où on va essayer de définir quel est le concept de service du coup qu'on va lancer. Ensuite, une phase de développement, où on va imaginer ce service, ce concept de service se dérouler, donc quelle expérience je vais proposer avec différents scénarios d'expérience à mon client, quel point de contact physique et numérique, du coup, je vais devoir créer pour que l'expérience ait lieu. Et on va tangibiliser, prototyper, tester tout ça jusqu'à ce qu'on soit persuadé que ça va fonctionner et que du coup nos humains seront contents. Et on va passer en phase délivrée où là on va faire en sorte de finaliser ce prototype de service et de le mettre sur le quai entre guillemets pour ceux qui derrière l'industrialisent et le mettent sur le marché et communiquent dessus. Et donc de manière classique, tout ça a été parcouru par un même focus qui était le client, l'humain, l'humain. Aujourd'hui, il faut arrêter de penser comme ça. Il faut garder quand même le centré humain parce qu'il a du bon. Voilà, on a plein de méthodes qui sont super intéressantes, mais il faut le twister, j'appelle ça twister, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais le twister avec une approche plus centrée planète de manière un peu générale. Et là, ça change fondamentalement les perspectives, parce que ça veut dire quoi du coup de définir un concept pour avoir un concept responsable? C'est un peu compliqué. Ça veut dire quoi faire des prototypes de services et des scénarios de services qui vont être responsables? Il faut réfléchir à tout ça et ça vient vraiment perturber complètement la manière dont on designait des services jusqu'à présent. En termes d'outils, on a du coup créé un cycle de vie service qui n'est ni le cycle de vie du produit ni le cycle de vie du service numérique, qui se situe vraiment au niveau de l'offre de service. Donc ça, c'est la version du pôle éco-conception avec qui j'ai travaillé. Alors on a toujours une phase de conception au départ forcément. Ensuite, on a une phase que moi je rassemble un petit peu sous le terme d'industrialisation du service, c'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a conçu,
eh bien, il y a des personnes qui vont être en charge de son industrialisation. Alors ça va être bien effectivement acquérir des biens d'amortissement si c'est nécessaire, acheter des consommables, développer le site internet éco-conçu, si site internet il y a, aller acheter les meubles, réutiliser, réemployer s'il y a, etc. Il y a une phase de promotion, d'accueil qui va être un peu le lancement sur le marché de ce service. Une phase de logistique où du coup il y a des éléments qui vont venir vers le fournisseur pour pouvoir délivrer ce service, ou bien le service va aller vers le client. Enfin, dans tous les cas, il y a un minimum de logistique quand même à mettre en place. Il y a ensuite ce que le pôle a appelé la prestation de service. J'aime pas trop ce mot, moi je préfère parler d'expérience pour le coup. C'est là où justement on va avoir la coproduction et l'expérience du service par le client. Et puis après, il y a une question de fin de vie. C'est quoi la fin de vie d'un service, d'une offre de service ? Il va y avoir la fin de vie du matériel, la fin de vie du numérique, la fin de vie des données, la fin de vie du contrat. Ça veut dire quoi, mettre fin à un contrat avec un client ? Voilà, il va y avoir vraiment plein de choses à prendre en compte. Mais du coup, vous l'aurez compris, sous cette offre de service, il y a quand même du physique et il y a quand même du numérique. Très souvent, il y a mes fameux points de contact. Donc finalement, ça va être plutôt une combinaison de cycles de vie dont je vais avoir besoin. Je vais réfléchir à l'offre dans son ensemble. Et puis sous l'offre, je vais aller réfléchir aux points de contact physiques et numériques en les éco-concevant aussi. Bon, il y a tout un tas d'outils, je passe parce que l'heure tourne, mais qui viennent du coup de l'éco-conception. Et puis il y a aussi des outils qui viennent du design de service de manière un petit peu plus innée, on va dire. Donc là, je vous ai mis par exemple un blueprint de service. Donc un blueprint de service, ça permet de décrire du coup une offre de service du point de vue de l'usage. On va démarrer par la description du parcours client, tout en haut. Qu'est-ce que mon client va vivre avant, pendant et après le service ? Donc par exemple, qu'est-ce que vous allez vivre ? Je reprends mon exemple du coiffeur. Avant d'aller chez le coiffeur, vous allez prendre la décision d'aller chez le coiffeur, chercher un coiffeur, prendre rendez-vous, etc. Puis le jour J, vous allez y aller, vous allez passer la porte, on va vous installer, vous shampouiner, etc., etc. Vous allez vivre toute l'expérience à l'intérieur. Et puis vous allez repartir à la fin avec votre nouvelle coupe. Soit vous serez content, soit vous ne serez pas content, ça dépend. Et donc en fonction de ça, peut-être qu'après, vous allez conseiller à vos voisins, vos amis d'aller chez ce coiffeur ou pas. C'est tout ça du coup qu'on va chercher à définir. Une fois qu'on a défini ça, on va définir du coup ce qui se passe côté fournisseur en avant-scène, donc en interaction avec le client. Donc, que va faire mon coiffeur en interaction avec vous ? Que ce soit sur la prise de rendez-vous ou le jour J quand vous serez là ou éventuellement après. Et on va identifier à ce moment-là les points de contact qui vont être les éléments une fois de plus physiques et numériques qui vont permettre les interactions entre vous. Donc il va peut-être y avoir le site si vous pouvez prendre rendez-vous chez le coiffeur sur un site. Je ne sais pas si ça existe. Je ne suis pas sûre que ce soit très utile non plus d'ailleurs. Il va y avoir aussi les objets un petit peu clés, je sais pas moi, la carte de visite, enfin pas la carte de visite, la carte de fidélité où on va vous tamponner des passages jusqu'à avoir une réduction. C'est des éléments physiques qu'il va falloir aussi penser pendant le design du service. Et puis ensuite, sous la ligne de visibilité, on va passer en arrière-scène avec tout ce qui se passe une fois de plus et que le client ne voit pas. Donc, par exemple, là, ça va être eh bien, derrière, il y a un local dans lequel on va venir nettoyer l'ensemble des blouses. Donc, il y a une machine à laver qui utilise de l'eau, de l'énergie. Je vous laisse voir un petit peu tout ce qu'il y a derrière. Il va peut-être y avoir une petite cuisine avec une super Nespresso, par exemple. Enfin, plein de choses comme ça que le client ne voit pas, mais qui ont tout autant leur importance, du coup, sur l'ensemble du service. Et en fait, de manière un peu bête, moi, je me suis dit, pourquoi on ne rajoute pas une ligne sur les impacts ? Après tout, ça va venir compléter mon cycle de vie parce que je vais avoir un focus plutôt un peu en colonne en fonction de ce qui se passe pendant le parcours client et ce qui se passe côté process chez moi fournisseur. Je vais aussi identifier un certain nombre d'impacts. Et donc après, je vais pouvoir les analyser, les mesurer, les prioriser et prendre des décisions. On l'a dit tout à l'heure, mais ça reste vrai pour les offres de services. On est dans une démarche d'amélioration continue. Donc on ne fait pas tout bien dès le début, ce n'est pas l'objectif et de toute façon il faut être aussi réaliste, faire zéro impact, ça va être quand même très compliqué. Mais on est dans cette démarche d'amélioration continue avec l'objectif du coup d'avoir déjà une première évaluation de référence. Alors si le service existe, eh bien on va l'évaluer pour pouvoir identifier les impacts, travailler sur le cycle de vie, utiliser des modèles de design comme je le disais, pour ensuite prendre des décisions quant aux stratégies, aux pistes d'éco-conception qu'on va devoir mettre en place. On va faire une évaluation environnementale comparative une fois qu'on aura fait ça, pour vérifier qu'on a bien réduit les impacts, mais qu'on n'a aussi pas fait de transfert d'impact d'une étape à l'autre ou d'un critère d'éco-conception à l'autre. Et puis, on va pouvoir communiquer, etc. Si par contre, parce qu'on me pose souvent la question, on est sur un service qui n'existe pas.
Admettons qu'on imagine, on crée un nouveau service. On n'aura pas forcément d'évaluation environnementale de référence. Alors soit il existe un plus ou moins équivalent et on peut essayer de gratter et d'aller voir, soit en fait on va avancer sur le process de conception. Et quand on va avoir une bonne idée justement des scénarios du service, de l'expérience qu'on veut faire vivre aux clients avec ce qui va dessous, une fois de plus en physique, numérique, en partenaire, en supply chain, etc., etc., et même en communication, et bien du coup, on va faire une première photo déjà sur la base un petit peu de ce prototype de service pour pouvoir du coup prendre le temps de réfléchir à des pistes d'éco-conception avant de le sortir sur le marché. Je vous ai mis là du coup un exemple. Alors l'objectif n'est pas que vous puissiez lire en détail tout ce qui est écrit, hein, ça n'a pas de sens. C'est juste pour vous montrer l'application de différents outils côté éco-conception ou côté design, le tout un peu tordu, mis ensemble, etc. à un cas. C'est le cas d'une entreprise rennaise que vous connaissez peut-être qui s'appelle les Conciergeries Rennaises, qui est une toute petite boîte super intéressante qui, comme son nom l'indique, propose la mise en place de conciergeries d'entreprise dans des grandes boîtes, enfin des grandes ou moyennes boîtes. Donc leur travail, c'est d'aller finalement proposer de mettre en place dans les locaux de l'entreprise une conciergerie avec un concierge qui va proposer aux salariés de l'entreprise un certain nombre de prestations. Pressing, lavage voiture, panier de fruits et légumes bio, etc., etc., etc. Et cette boîte est très orientée sur l'humain, le bien-être de ses salariés, etc. Et puis forcément, les valeurs en entraînant une autre, ils ont commencé à se poser des questions sur leurs impacts. Donc on a travaillé ensemble du coup bien déjà à la modélisation de l'offre telle qu'elle existe aujourd'hui pour la comprendre et pour repérer ses impacts. Sans trop de suspense, j'avoue, mais quand même, on s'est rendu compte, vous le voyez en haut, que l'impact principal était sur la phase de logistique. Parce qu'il faut que vous imaginiez que du coup, on a un concierge qui fait des allers-retours entre différentes conciergeries dans différentes entreprises à Rennes, à endroits... et puis il va aussi chez le pressing pour déposer le linge et le récupérer. Et puis il va chez les agriculteurs récupérer les produits, les paniers de fruits et légumes bio, etc. Forcément, ça a créé beaucoup de déplacements et beaucoup de logistique. Donc, le gros en fait, de leur impact était quand même majoritairement là-dessus. Mais pas que, parce qu'on a aussi repéré des impacts sur leur communication, sur la gestion des rendez-vous commerciaux, bien sûr sur le numérique avec leur site internet, etc., etc. Donc, on a pu travailler sur tout ça. On a pu du coup identifier ce que j'ai appelé des espèces d'éco-défis sur l'ensemble de l'offre de services. Qu'on a pu prioriser par rapport à un certain nombre de critères qu'on s'est donnés ensemble, pour ensuite se dire on va travailler prioritairement là-dessus. On va réduire déjà les impacts de ça. Donc on a commencé par la logistique en optimisant tout simplement déjà les trajets du concierge. Et en travaillant aussi sur la question de l'écomobilité, du coup, pour un concierge, c'est parce que la petite camionnette thermique qui fait le tour de Rennes, c'est pas terrible. Donc on a travaillé sur tous ces éléments-là, et puis assez rapidement, on en est arrivé aussi à la question de la zone d'influence. Parce que c'est typiquement le cas d'une entreprise qui a son périmètre à elle sur lequel elle peut réduire ses impacts, mais bon, elle propose des prestations de prestataires, justement, qui sont en dehors de son champ d'influence. Elle va faire appel à un pressing, mais ce n'est pas elle le pressing. Donc du coup, c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure, c'est que si on veut être vertueux sur toute la chaîne, il va falloir embarquer les prestataires. Et donc il y a eu tout un travail sur une grille d'éco-sélection de ces prestataires, avec pour objectif d'aller les voir un par un, pressing, cordonnier, laveur de voiture, etc., etc., pour évaluer un petit peu où ils en sont, quels sont leurs impacts, pour leur proposer du coup de les embarquer dans cette dynamique et pour avoir du coup une vraie offre complète de conciergerie qui soit vertueuse de bout en bout, avec potentiellement la décision d'arrêter de travailler avec certains prestataires. Par exemple, si le pressing ne veut pas faire d'efforts, on va en trouver un autre. Donc c'est des choix qui sont quand même assez forts en termes de stratégie aussi. Et puis l'idée, c'est d'embarquer leurs clients aussi, et donc proposer une éco-conciergerie, c'est aussi embarquer l'entreprise cliente dans cette dynamique-là, sachant qu'on a de plus en plus de salariés dans les entreprises qui sont sensibles à ces enjeux-là et qui vont accueillir de manière très positive le fait que l'entreprise propose une éco-conciergerie en interne. Petite conclusion du coup, on sait que les entreprises, elles font face à plein de priorités, plein de contraintes de tout type et plein de crises aussi financières. Voilà, on sait que c'est très compliqué et très souvent on entend oui ok, mais là j'ai autre chose à faire, tu vois, j'ai d'autres problématiques. Sauf que si on regarde bien, si on y regarde de plus près, faire de l'éco-conception globale,
souvent ça vient répondre à un certain nombre d'autres problématiques. Donc ça a vraiment un fond vertueux qu'il faut qu'on réussisse. Il faut vraiment qu'on réussisse à convaincre en fait les entreprises d'aller vers ça pour plein de raisons différentes. Certains parce que c'est leur valeur et qu'il faut les aligner avec du coup comme tu le disais tout à l'heure Anne avec leurs propres valeurs, aligner leur offre avec leurs valeurs. D'autres pour de moins bonnes raisons, mais à la limite tant pis. Du moment que tout le monde s'y met et qu'on réduit quand même globalement les impacts de tout le monde, et bien tant mieux. Et voilà, c'est un peu mon message de fin, mais il ne faut pas que ce soit perçu comme une contrainte de plus. Il faut vraiment l'amener comme une chance, comme une opportunité et surtout comme une nécessité. Alors une nécessité face à ce qui va nous arriver dans les années à venir. Une nécessité aussi par rapport aux clients dont les sensibilités évoluent. Et donc il y a un certain nombre d'entreprises qui ne prendront pas ce virage-là et qui vont se retrouver forcément mal par rapport à d'autres qui l'auront fait et qui vont perdre des parts de marché. Par rapport aussi à la sensibilité, je le disais, des salariés. Moi, j'ai travaillé pendant très longtemps dans une boîte où les salariés s'en vont parce qu'ils ne sont plus alignés avec cette entreprise et avec ses impacts. Donc voilà, il y a aussi des départs massifs dans certaines boîtes. Et ça peut être aussi un risque de pérennité pour l'activité. Et puis voilà, il y a d'autres raisons. Anne en a parlé, la partie réglementaire. Alors, on n'en est pas à réglementer l'éco-conception des offres de services. On va déjà essayer de réglementer la partie numérique et ce sera déjà un point important. Mais voilà, j'ai bon espoir qu'on remonte sur la totalité et qu'on force les entreprises à avoir des stratégies, des offres et des points de contact physiques et numériques entièrement éco-conçus. Je vous ai mis aussi quelques ressources clés que moi j'aime bien un petit peu à ce niveau d'abstraction là sur la stratégie, les offres, etc. Autopromotion, il y a le mien. Green Service Design que j'ai publié en début d'année aux éditions du Pôle Éco-Conception et qui décrit du coup en détail tout ce que je viens de vous dire. Même sans le livre, du coup, il y a des éléments aussi sur mon site internet, avec entre autres du coup le cas des conciergeries rennaises que vous pouvez retrouver un peu détaillé. Voilà, étape par étape, qu'est-ce qu'on a fait, comment on s'y est pris, etc. Ça peut être intéressant pour rentrer dans le détail. Et puis voilà, d'autres livres, une fois de plus sur la stratégie. Héritage et fermeture, entre autres d'Alexandre Monin, que j'adore, et qui pose pas mal de questions, justement. Ouais, bravo. Et il en a écrit d'autres qui sont passionnants, mais qui posent la question aussi justement du renoncement, à des strates parfois assez élevées. Voilà. Je vous remercie beaucoup. On va prendre vos questions. On va prendre vos questions avec Anne. J'essaie de remettre au début. Bic, bic, bic. Je peux pas remettre au début. Ah. Mais du coup, ça m'a perdu. Je crois que j'ai dans la salle à faire ça. Ouais, voilà. Ouais. Ah oui, tu as le micro, du coup. Ça marche. Ah, super. Anne, tu as donné des conseils tout à l'heure pour comment optimiser les images, les vidéos. Est-ce que tu as des conseils sur le live? J'imagine pas trop parce que c'est un sujet quand même qui est un peu en opposition, je trouve. Mais voilà, si tu as des conseils. Non. Si, ok, c'est revenu. Très bonne question. Il y a, je pense qu'il y a différents. Il y a déjà la première question qui va être vraie. Je ne me suis pas énormément penchée sur la question. J'ai quelques éléments par-ci au sujet. Je pense qu'il y a déjà la question du besoin. C'est vrai que maintenant il y a beaucoup de choses en live. Voilà, des événements qui durent 24 heures en live, etc. Je pense à des trucs sur Twitch, typiquement. Donc, je pense que dans un monde en 2030, avec les objectifs, on peut pas faire encore ce genre de choses. Donc, je pense qu'il faut aller vers plus de qualité et moins de quantité, de manière générale. Et c'est vrai que le live tend un peu à l'inverse, je trouve, un peu dans la direction inverse, mais c'est à cause des algorithmes aussi, de ces plateformes qui valorisent la fréquence et le direct, d'une part. D'autre part, la question de la résolution qui pose problème. Par exemple, un truc, bon, c'est pas parfait, mais sur MyCanal, ça m'a frappé. Quand on choisit la résolution de l'image, ils nous disent c'est plus écolo de faire ça, choisissez pas cette qualité si vous êtes sur un petit ordinateur, ça sert à rien de mettre du 4K. Donc il y a clairement un enjeu de résolution de l'image aussi. Mais en général, pour des raisons de performance web, de toute façon, ils optimisent par rapport à l'écran. Mais typiquement, un autre truc qui me choque aussi avec la vidéo, mais c'est vrai aussi avec le live, parfois on écoute, mais on regarde pas.
surtout quand c'est du live sur des très grandes durées comme ça. Et donc ce serait bien de pouvoir couper l'image, ce que va permettre normalement Imago TV, mais globalement c'est quelque chose qui est dans des options payantes, par exemple sur YouTube. YouTube Premium. Donc c'est vrai que c'est dommage, parce que typiquement, si on enlève l'image, on gagne vachement de bande passante. Voilà, j'ai pas plus d'éléments de réponse que ça. En revanche, je sais qu'il y a eu beaucoup de conversations là-dessus qui se sont passées d'un côté W3C. Il y a des gens qui s'interrogeaient vachement sur ces questions du streaming et en général. Et donc peut-être que côté W3C, il y aura d'autres éléments de réponse plus pointus que ce que je peux donner là, en dehors de ça. Question aussi plutôt pour Anne, mais ça n'exclut pas. En fait, vous avez toutes les deux parlé beaucoup. En fait, je me mets dans un monde en 2050 où la sobriété n'est pas choisie mais vécue. Et vous avez toutes les deux parlé, me semble-t-il, dans les exemples, de beaucoup de démarches que moi je qualifierais de improve le service actuel ou create le service actuel. Or, dans les démarches de décarbonation et dans les démarches de transition, on essaye de travailler sur le reduce et sur le kill. Donc sur comment je fais pour faire disparaître un service ou comment je fais pour le réduire. Et donc ma question c'est, est-ce que dans le travail normatif actuel il y a ça? Puisqu'en fait ce qui va nous arriver demain, dans le monde du dev de demain, c'est qu'il va falloir qu'on commence à déconstruire le code qu'on a construit pour qu'il redevienne sobre tel qu'il était dans les années 90. Or, on ne sait pas le faire, enfin, pour la plupart d'entre nous, là, dans la salle. Je dois faire partie des rares dinosaures de la salle qui a codé en 90. Donc, en fait, ça veut dire que les devs de demain vont s'affronter au fait qu'il va falloir qu'ils déconstruisent les services et qu'ils les rendent sobres sur un modèle qu'ils ne connaissent pas. Et ça me semble pas très présent ni dans les talks, ni dans ce qu'on voit dans les référentiels, c'est-à-dire concrètement comment on fait pour remettre, quand tu parlais de mettre de l'humain, comment est-ce qu'on déconstruit un service vers de moins en moins de données de façon subie. Et ça, va falloir qu'on l'apprenne parce que c'est pas comme ça qu'on nous a appris à faire du code dans les dernières années. Est-ce que ça existe? Est-ce qu'il y a des exemples? Sur le est-ce que ça existe dans les normes, je vais laisser Anne répondre. Je te laisse la bonne partie. Par contre, ouais, je suis complètement d'accord. Et alors sur la partie pour le coup offre de service, je l'ai pas forcément dit ou bien dit. Je parlais du renoncement, mais il y a aussi effectivement cette déconstruction qui est importante. Et en fait, le parallèle avec la partie numérique, il est intéressant. Sur le numérique, Anne disait, on va essayer de faire des parcours utilisateurs minimum. En fait, plus vite. Alors déjà, c'est mieux pour l'utilisateur. C'est quand même plus sympa de faire 2 clics que 10. Clairement, mais c'est aussi mieux d'un point de vue éco-conception. Sur une offre de service, ça va être un peu la même chose. Plus le parcours de mon client sera réduit et mieux ce sera. Et donc, il y a des choses à élaguer, il y a des choses souvent qui sont à enlever. Et sur la couche purement offre, avec quelles actions on va lui proposer de vivre, quels outils, quels objets on va lui proposer. Il y a plein de choses, du coup, souvent à supprimer qui ne sont pas utiles, qui sont de l'ordre un peu du goodies ou parce qu'une fois de plus, comme je le disais, on a voulu faire plaisir avant de répondre à des besoins fondamentaux. Donc ça, c'est un point important. Et je suis assez d'accord sur le fait qu'on n'a pas été construit comme ça. Au contraire, on a même plutôt été construit et créé, enfin pas créé, non, mais construit plutôt, éduqué, en tout cas, je cherchais le bon mot, à faire toujours plus et à pas forcément être dans la réduction. Mais ça passe aussi du coup par un changement de mindset, de manière de penser et de manière de faire. Et c'est aussi pour ça que c'est important, alors nous, pour les dinosaures, de nous rééduquer en quelque sorte, mais aussi pour les jeunes, les futurs designers, développeurs, etc., de les former différemment. Et ça, c'est un point, moi, qui me tient vachement à cœur, c'est de faire en sorte que les écoles, elles changent de braquet, mais tout de suite, là, maintenant. On ne peut plus aujourd'hui, pour moi, faire sortir un jeune d'une école de design ou de dev sans qu'il ait ce mode de pensée-là. C'est juste plus possible, en fait. On peut plus se le permettre. Donc, il y a un gros travail aussi, juste, c'était une parenthèse, mais à faire sur les écoles et les formations de manière générale. À ce sujet, la loi Rennes oblige la formation à l'éco-conception dans toutes les écoles d'ingénieurs. Alors, malheureusement, ça ne concerne pas la plupart des développeurs et encore moins les designers. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui manque encore énormément dans les cursus initiaux. Ce qui fait une bonne transition avec le point suivant qui est... Clairement, on est resté un peu là sur une vision qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, ce qui ne répond pas aux enjeux 2050, tout à fait, effectivement, qui sont beaucoup plus radicaux. Dans l'association, on travaille étroitement avec une organisation qui a fait une newsletter qui s'appelle Limite numérique, qui réfléchit spécifiquement aux questions du limite numérique, qu'en fait on va probablement subir un petit peu, au-delà de le vivre. Enfin, je pense qu'on ne sera pas prêt. Clairement, il y a des choses qui vont arriver que quand on aura des contraintes.
malheureusement. Donc c'est vrai que là, on s'est axé sur des choses faisables à l'heure actuelle, mais clairement, il faudra faire beaucoup plus là-dessus par rapport aux objectifs 2050 et de ce qui restera du numérique. Le week-end dernier, j'ai animé des ateliers à la Cité des Sciences à Paris avec le grand public pour qu'on imagine c'est quoi le numérique en 2040, qu'est-ce qui reste plus. Enfin, c'était assez sympa, on va faire un article retour d'expérience là-dessus. Et par rapport à la législation, un truc qu'on a trouvé intéressant, c'est quand on était à l'ARCEP justement avec Damien il n'y a pas longtemps, par rapport à la nouvelle version du RGESN, sur la question d'encourager le kill et le reduce. Il y a eu un gros débat parce qu'en fait, à l'heure actuelle, dans le RGESN de la DINUM, on peut dire quand il y a des critères qui sont non applicables. Par exemple, est-ce que les vidéos sont bien compressées ? En fait, si j'ai pas de vidéo, on mettait non applicable. Et maintenant, le parti pris, qui a l'air d'être la direction retenue, donc ça a fait beaucoup de débats, c'était de dire si c'est non applicable, c'est conforme et donc c'est validé. Et donc c'était de dire, ils ont rajouté des critères par exemple sur l'IA, de dire en fait si les 5 critères sur l'IA, si tu n'as pas, je ne sais plus, il n'y en a pas exactement 5, mais si tu n'as pas d'IA, ça veut dire que tu as fait un choix de sobriété, donc tu dois gagner les points. Tu les valides puisqu'en fait c'est bien que tu n'aies pas d'IA, donc en fait c'est valorisé pour ta note. Donc ça fait beaucoup de débats parce que ça peut fausser des notes, etc. Si tu fais rien dans ton site, mais au bout d'un moment. Mais c'est intéressant parce que du coup il y a quand même cette réflexion de valoriser le fait de ne pas avoir certaines trucs. C'est un peu là où on en est actuellement. Il y a le conflit entre le monde actuel et le monde de demain. Je vais laisser Guillaume clôturer. On va arrêter les questions là parce qu'on va devoir fermer. Il y a le monsieur qui est là. On pourra poser des questions après au bar. Effectivement, on va devoir quitter la salle puisque c'est la première à l'école des Beaux-Arts ce soir. On voulait tester un petit peu, mais on est un petit peu plus restreint qu'au Mabilé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire sur les réseaux ce que vous avez pensé de la salle. Voilà, c'est une première, donc on a besoin de vos retours aussi. Merci Florie, merci Anne. Je pense qu'on peut les réapplaudir. Et désolé pour les petits soucis techniques, c'était une première encore une fois. On se retrouve pour ceux qui le veulent au bar La Clara, donc place de la mairie. Voilà, on aura nous réservé un petit endroit, mais comme c'est un bar, tout le monde peut venir. Enfin voilà, on n'aura pas forcément de place assise pour tout le monde, mais voilà. Et petite information pour ceux qui étaient déjà là la dernière fois au Mabilé et pour ceux qui sont là ce soir. Il faut savoir que X-Rain, ça existe depuis 5 ans à peu près, et 5 ans, non ? 2015, oh là, 8 ans, incroyable. J'ai perdu des années, je crois. Et qu'on se pose toujours un petit peu la question, aujourd'hui, en 2023 et 2024, de continuer ou pas. Et on se permet toujours de dire que s'il y a des gens dans la salle ou autour de vous, dans vos entourages professionnels ou amateurs de ces thématiques, qui veulent nous envoyer un petit message, nous rejoindre, ou en tout cas discuter avec nous de ce qui serait possible de faire à l'avenir, eh ben, on est super ouvert parce que voilà, on est toujours dans cette dynamique de peut-être un jour arrêter. Hein, ça fait comme du coup 8 ans, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Donc si l'aventure de conduire un collectif vous tente, n'hésitez pas à venir nous voir, on pourra en parler et puis éventuellement imaginer des choses ensemble. Voilà, merci à tous. Et puis, ah oui, il y a les livres, j'ai oublié. Ah, mais il faut que vous choisissiez du coup. C'est facile, du coup. La première, est-ce qu'on choisit quoi, du coup, je sais pas. Allez. Sur le premier, c'était qui déjà la première question ? C'était au fond, par là ? Donc le livre de Florie à retrouver sur son site internet. N'hésitez pas, il est très bien. Et donc le livre de Sylvie Domal, qui a été notamment connu pour son livre sur les pratiques UX, le design method UX, et qui du coup là a fait un livre sur le design systémique. Voilà. C'est bon, je crois que j'ai rien oublié cette fois. Merci à tous, et puis je vous demanderai de sortir rapidement.